Je vous prie d'accueillir avec moi Julien Moya et Thomas Panuel, les développeurs de Chance of Sinar. Installez-vous, installez-vous. Bon, vous, ça va? Pas trop fatigué par les événements du moment? On est là pour se détendre. Eh bien, bienvenue Julien et Thomas. Merci. Merci beaucoup d'être là pour venir parler un petit peu de votre travail. Alors l'idée, c'est de pouvoir échanger un petit peu sur ce qui vous a conduit aujourd'hui à faire du jeu vidéo, et ensuite vous nous présenterez un peu plus en détail la dernière production qui vous a occupé, et peut-être un petit peu de teasing pour celle qui vous occupe actuellement. On verra, on arrivera peut-être à obtenir des indices, on va essayer. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser pour ouvrir un petit peu la discussion, c'est avant de créer des jeux vidéo, on commence souvent par tomber amoureux du médium. Donc comment ça a commencé pour vous? À quel moment vous avez commencé à jouer aux jeux? Qu'est-ce que vous aimiez tester? Quel genre de joueur vous étiez? Dis-nous tout, Thomas. Alors moi j'ai commencé assez tôt, je pense que ma première console je l'ai eue, je vais avoir 5 ou 6 ans, c'était une Master System pour ceux qui se rappellent ce que c'est. Donc ouais, j'ai toujours joué, et moi j'ai commencé très tôt à faire des jeux vidéo parce que quand j'étais au collège, je développais déjà des petits jeux sur un logiciel qui s'appelait Game Factory, donc qui permettait d'avoir des petits jeux en 2D. Ouais. Et c'est un médium, voilà, c'est un secteur où j'ai toujours voulu travailler. J'ai fait mes études, je suis arrivé un peu sur le marché du travail au moment où il y a eu une énième crise du jeu vidéo. Où, ouais. Voilà, c'était pas forcément le meilleur moment, donc je suis parti faire autre chose. Et j'ai toujours gardé un petit œil dessus, et après j'ai rencontré Julien et je me suis remis, et ça donnait ça, voilà. Eh ben, on va rentrer en détail là-dessus. Toi, Julien, je sais que quand on avait parlé à l'époque, on s'était rencontrés pour discuter ton parcours. Tu m'avais dit qu'au travers les premiers jeux sur lesquels tu as joué, tu faisais de l'urbex vidéoludique. Peut-être que ça guide tes goûts. Je sais plus trop dans quel cas je t'avais dit ça. Je sais plus. Ça a dû m'échapper. Enfin, en tout cas, moi, j'ai quelques années de plus que Thomas. Je suis de 78 et j'avais commencé le jeu très tôt. En fait, aussi 3-4 ans, j'avais une console Thomson dont j'ai oublié le nom. Ouais. Après, j'ai eu le fameux Amstrad 6128 des familles, où j'ai commencé déjà à faire du graphisme dessus, avec un logiciel qui s'appelait OCP Art Studio, qui est une sorte de proto-ancêtre de Photoshop. Ouais. Et donc très vite, comme tous les jeunes de l'époque, j'ai été fasciné par ce média, qui était en gros né un peu en même temps que moi, et qui innovait tous les mois, qui était facile d'accès, qui était fascinant, quoi. Et donc, un peu comme Thomas, j'ai fait des études, pour le coup dans l'image, avec le projet plus ou moins formé clairement de travailler dans le jeu vidéo. Et moi, j'ai bifurqué, mais pas pour la même raison que toi, c'est que j'ai commencé à travailler, enfin j'ai fini mes études en 2000, et il y a eu la bulle Internet, et beaucoup d'opportunités de travail, d'emploi et d'argent dans le web, alors que le jeu vidéo c'était déjà, pas comme maintenant, c'était déjà un peu difficile. Et donc, j'ai bifurqué en fait par opportunisme vers ça, et puis j'y suis revenu du coup 15 ans plus tard, après la rencontre avec Thomas. Ok, on va avoir l'occasion de revenir justement sur vos parcours professionnels, parce que vous avez chacun des parcours assez différents. Alors j'avais mis de côté quelques visuels de jeux dont je sais en tout cas que c'est des jeux auxquels tu as pu jouer, ou des références. Tu m'avais notamment parlé de ce goût pour les jeux en 3D ISO avec des couleurs très flashy. Alors ça, c'est des jeux auxquels tu as beaucoup joué quand tu étais plus jeune. Ouais, ça c'est Nightlore, donc c'est un jeu anglais de la période. Je vois pas 80. Ouais, j'allais dire entre 83 et 85, donc c'est 84, donc c'est bien, on est en plein dedans. Il y a eu toute une vague sur Amstrad, comme je disais, une vague de jeux en 3, ce qu'on appelle aujourd'hui la 3D ISO. Ouais. Alors c'est complètement préhistorique aujourd'hui, mais c'était les premiers jeux. Bon, à l'époque, la 3D n'existait pas sur les ordinateurs, et c'était les premiers jeux qui commençaient à simuler de la 3 dimensions en 2D, quoi, avec c'était du trompe-l'œil en fait, ni plus ni moins. Et j'aimais beaucoup ces jeux-là. Celui-là, c'est un Batman aussi, par le même studio. Vraiment très très cool, avec plein de salles, très labyrinthique. Et en fait, je t'en avais parlé parce que il y a une partie de ces jeux-là qui se retrouve dans Chance, en fait, cette espèce de côté un peu étrange, de grandes salles et de grands labyrinthes peuplés de personnages bizarres. Et surtout, il y avait une espèce d'économie de moyens, c'est-à-dire qu'avec très peu de sprites, avec très peu de mécanique, ils arrivaient à faire finalement des univers assez grands et assez fascinants. Ça, c'est Fairlight. Très étrange aussi, et donc il y avait une espèce d'étrangeté un peu inquiétante, mais bizarrement cool en fait, qui se détachait de ces jeux-là, et qui m'avait sûrement un peu frappé quand j'étais gosse, et
qui a ressurgi quand on a commencé à réfléchir à Chance en fait. Et comme beaucoup d'autres choses, on en reparlera après sur la direction artistique et tout, il y a en fait beaucoup de refs et de choses que j'avais complètement oubliées, on va dire, auxquelles je pensais plus depuis 20 ans. Et qui, quand on a commencé à bosser sur le jeu, sont revenus un peu à la surface en disant ah, c'est de ça qu'on peut partir. Un peu. Ok. Et est-ce que quand vous avez commencé à jouer aux jeux, les jeux vidéo étaient faciles d'accès par chez vous? Est-ce que genre ça manœuvrait dans les cours de récré pour faire du cartel de jeux dissimulé? Alors moi, à mon époque, moi je suis un peu plus tard, je suis né en 84, donc j'ai commencé à jouer plutôt fin des années 80, donc oui, c'était clairement, effectivement tout le monde avait une première console chez soi. Ouais. Moi j'en ai eu très tôt, mon père bossait en informatique, donc forcément ça lui plaisait aussi, hein, ouais. Il jouait avec moi, donc j'ai eu l'accès assez facilement toute ma jeunesse. Moi c'est pareil, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'étaient pas du tout... anti-jeux vidéo, quoi, voilà, parce que c'est vrai que même encore aujourd'hui, ça se sépare un peu en deux. Il y a des gens qui ont toujours du rejet vis-à-vis de ce média et d'autres non. Moi, mes parents, ils étaient très cool là-dessus. C'est eux-mêmes qui avaient acheté cette espèce de première console là, et ensuite l'Amstrad. Voilà, j'ai pas eu à me battre pour l'avoir. Et il y avait sur Amstrad, donc c'est les disquettes. Hein. C'était avant les consoles. Il y avait un logiciel qui s'appelait Discology qui permettait de copier des disquettes. Et donc en fait, il y avait tout un deal dans la cour du collège et du lycée. De disquettes, exactement comme on faisait avec les cassettes audio à l'époque, où on prêtait des cassettes vierges pour qu'on copie les albums. Là, c'était pareil mais avec les disquettes. Quoi. Ok. Et je crois en plus, toi, tu te fournissais pas que en France. Tu avais un point de deal en Espagne aussi, je crois. J'ai la moitié de ma famille qui est espagnole et mon cousin, notamment Oscar, qui était un peu plus âgé que moi, et qui avait un Amstrad. Et c'est parce qu'il en avait un que mes parents ont dit tiens, on va t'acheter le même, comme ça tu pourras dealer aussi des jeux avec lui. Et c'est comme ça que j'ai aussi. Par son truc, parce que l'Amstrad 6828 a cartonné en Angleterre, mais surtout en France et en Espagne en fait. Ouais. Ceux qui ont lu le livre de Patrick Helio, notamment là sur l'Amstrad, sauront de quoi je parle. Et donc en fait, il y a eu une espèce d'émergence de plein de jeux dans ces deux pays-là. Et notamment, c'est grâce à mon cousin que j'ai joué à la Badia del Crimen, dont je vais parler un peu après, qui a été une grosse influence initiale sur Chance of Scénar, qui était un jeu exactement de ce type-là, mais avec une DA encore plus spécifique et un univers encore plus spécifique. Et clairement, ça a été ce cousin m'a pas mal donné quelques clés en fait du jeu vidéo à l'époque. Quoi. Ok. Est-ce que parmi tous les jeux auxquels vous avez joué, il y en a un en particulier qui a marqué votre enfance ou votre adolescence, un jeu phare, le jeu totem, doudou Voilà. Pas du tout. Moi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Trop pour commencer à faire une liste de mon enfance, mais celui dont tu t'attends que je parle, probablement, c'est l'Arche du Captain Blood, j'imagine, puisque c'est un jeu assez phénoménal. Déjà, même encore aujourd'hui, c'est quasiment un jeu qui n'a jamais été refait. Enfin, c'est un ovni. Je trouve fou. C'est un jeu qui était précurseur sur beaucoup de choses, sur le concept de monde ouvert, déjà. C'était un monde ouvert. Dans une galaxie qu'on pouvait explorer un peu à la No Man's Sky, une galaxie gigantesque avec genre 36 000 planètes qu'on pouvait explorer toute une par une. Évidemment, il n'y en avait qu'une poignée où il y avait des choses dessus à voir, mais en tout cas, on pouvait le faire. Il y avait un système de discussion et de langage par pictogramme. Donc clairement, c'est quelque chose qui... C'était pas Jean-Michel Jarre aussi qui faisait la musique? Alors, il a... Comment dire, les gens de R Informatique, puisque c'est eux qui ont développé le jeu, avaient négocié avec Jarre d'adapter une de ses musiques pour faire le générique. Je sais pas. Il n'a pas fait de la musique du jeu, mais le main title, l'écran, la page de garde, avait une musique de Jean-Michel Jarre, ce qui a rajouté encore un petit peu à la hype autour du jeu à l'époque, mais qui est un jeu vraiment, vraiment étrange et avec quelque chose d'assez incroyable. Et quand je parlais de rêves qui sont un peu ressurgis comme ça à l'improviste dans ma tête plus tard, clairement, celle-là en fait partie. Quoi. Bon, ça, on en reparlera de toute façon tout à l'heure. Est-ce que tu as réfléchi à un jeu qui t'a entre-temps? Non, mes jeux totem, ils sont arrivés beaucoup plus tard, avec la période indé. Moi, j'ai joué surtout quand j'étais jeune sur console. J'ai raté la phase Amstrad. J'arrivais un peu plus tard. Et du coup, j'ai commencé à jouer dans l'époque de jeux à licence, où la plupart des jeux qui sortaient, alors il y avait les Sonic et les Mario, mais surtout il y avait des grosses licences Disney à l'époque, qui étaient un très gros producteur de jeux. Donc c'est des jeux que j'aimais beaucoup jouer. Mais qui m'ont moins marqué. Et après, moi, les jeux qui m'ont vraiment marqué, c'est des jeux qui sont arrivés plus tard avec la période indé, les The Witness, les Outer Wilds. Et c'est cette époque-là de sortie de jeux qui m'a donné envie de me remettre et de rebasculer, de me remettre à faire des jeux vidéo. Voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que tu avais commencé tôt à coder un peu du jeu vidéo. Alors, tu vas me dire si c'est bien cette interface. Je me trompe pas, mais ça ressemblait un peu à ça. Oui, c'était exactement ça. Donc, alors, je faisais tout dans ma chambre, sur un vieil ordinateur.
avec Windows 95 dessus, avec un éditeur de sprite, voilà, avec une souris à boule. Vous imaginez bien que j'éditais. Voilà, moi, j'avais pas de souris, j'avais juste le clavier et un joystick pour faire des images. Moi, j'avais une souris à boule, donc il fallait nettoyer entre les deux trucs. Et puis un jour, j'ai eu un scanner aussi. Alors ça, c'était vachement bien. J'ai pu je pouvais dessiner et scanner l'image pour la. Après, j'avais que Paint. Du coup, je prenais l'image, je la passais sous Paint pour la changer en pixels, et c'était un régal. Voilà. Donc c'était assez artisanal, mais ça m'a donné envie après de. Ça, c'était à l'adolescence plutôt. Ouais, 4e, 3e par là. Ouais, c'est trop cool, trop cool. Mais alors du coup, moi la question que je me pose, alors vous avez déjà un peu avancé des pistes là-dessus par rapport à votre parcours personnel, parce que toi tu as plutôt travaillé on va dire dans tout ce qui est web design, graphisme, etc. Et toi Thomas plutôt ingénierie industrielle. Alors est-ce que vous pourriez juste recontextualiser un petit peu, donner quelques infos sur votre parcours et comment ça s'est fait pour vous après les études? Alors moi c'était relativement simple. Enfin, moi j'ai fait mes études alors moi je suis toulousain à la base. J'ai fait une école d'ingénieur à Bordeaux et bon je cherchais du travail dans la région et les choses que j'ai trouvées c'était dans les sociétés de services d'informatique, donc j'ai commencé là-dedans. Et bon voilà, c'était sur des projets plutôt sympas. Un premier projet, c'était un projet je crois que c'était pour une filiale d'EDF qui faisait de l'optimisation d'énergie, donc j'ai trouvé ça avait un petit côté utile, donc ça m'avait plu. Et finalement, au fil du temps, moi j'ai très vite bifurqué dans la gestion d'équipe. Je me suis spécialisé un peu dans les projets à vocation utilité publique ou écologique. En lien surtout avec des ministères ou alors la métropole de Toulouse, parce qu'après je suis vite retourné à Toulouse. Et finalement, moi, j'étais très bien dans ce que je faisais. Je ne me suis pas posé la question. En fait, c'est Julien qui est venu te déloger, en fait. J'ai pas fui mon travail, en fait. Voilà, c'était ça qui était plutôt cool au final. C'est qu'en fait, voilà, je me suis remis dans le jeu vidéo. J'ai croisé Julien pile au bon moment où, en fait, il y a eu au début des logiciels comme Game Factory et après, il s'appelait Multimedia Fusion qui ont commencé fin des années 90, début des années 2000, à permettre à des gens de bidouiller des jeux vidéo. Voilà. Et après, il y a une autre vague d'éditeurs qui arrive plus tard avec Unity, où là, les gens pouvaient chez soi faire des jeux vidéo qui étaient des jeux vidéo quasiment professionnels, voilà, shippables. Et donc, du coup, c'est quand ces technologies sont arrivées où je me suis dit, tiens, je vais commencer à m'y remettre, parce qu'entre-temps, il y avait des outils, il y avait des librairies, on pouvait faire des jeux vidéo, mais ça avait un coût quand même assez important. Il y avait quelques outils pour faire des RPG, mais bon, voilà, c'était très typé. Et pile au moment où je me suis remis, même pas années, quelques mois plus tard, j'ai rencontré Julien par un ami commun qui avait un premier projet de jeu. Et voilà, j'ai pu avoir un contexte où c'est pas moi qui allais faire les dessins tout seul avec ma souris et Paint. Et c'est comme ça que voilà, je me suis mis ça. Et ça s'est fait progressivement. Voilà, on ne s'est pas dit, allez, on arrête tout, on fait des jeux vidéo. On l'expliquera un peu tout à l'heure l'ordre, mais on a fait un premier jeu avant Chance, puis on a fait Chance, et tout ça, on l'a fait tous les deux en gardant notre travail à côté. Voilà. Donc, on a fait une transition très, très progressive. Ok. Alors peut-être que toi, Julien, de ton point de vue à toi, tu peux parler de cette transition entre le web design, encore une fois, et le jeu vidéo. Rapidement, donc, moi j'ai fait des études d'art plastique à la fac, tout ça, école estienne un petit peu, et puis comme je le disais, je suis arrivé sur le marché du travail en 2000, donc la bulle Internet, tout ça. J'ai été embauché en 4 secondes chrono alors que j'avais même pas fini mes études, c'était vraiment une autre époque. J'étais graphiste dans une boîte de e-learning, on appelait ça, maintenant on appelle ça le digital learning. Je vais pas m'étendre sur le sujet. C'était cool, non, c'est pas parce que la boîte était pas bien du tout, c'est que bon, c'est un peu hors sujet on va dire, mais c'était très formateur, tout ça, très bien, une petite boîte avec des gros clients, donc j'ai appris beaucoup de choses au contact de gens beaucoup plus qualifiés et seniors que moi, ça m'a beaucoup servi puisque au bout de 18 mois, j'avais la bougeotte et je suis parti pour devenir freelance. Et donc j'ai été graphiste freelance pendant 20 ans. Effectivement, dans le web, en fait. Donc j'étais ce qu'on appelle un flasher. Rien à voir avec les pervers qui ouvrent leur truc, mais par rapport au soft flash, donc qui était un logiciel à la croisée du graphisme, de l'animation et de la programmation, qui permettait de faire des tas de trucs super cool sur Internet, à l'époque où Internet était encore une espèce de western ou de Far West, où les annonceurs et tout le monde voulait des choses innovantes au niveau graphique, au niveau d'expérience, les sites wow, tout ça, voilà. Et donc moi je me suis un peu spécialisé là-dedans, j'étais un peu connu pour être un de ces DA qui faisait des sites comme ça, cool, avec une grosse valeur ajoutée graphique, avec beaucoup d'animation, beaucoup de trucs, du son et tout ça. Et j'avais quelques potes développeurs qui bossaient en binôme avec moi sur ces trucs-là. J'ai fait ça beaucoup, et puis le web étant devenu ce
ce qu'il est devenu progressivement, c'est-à-dire une sorte de gros supermarché, on va dire, qui a perdu son côté un peu pionnier pour devenir quelque chose de beaucoup plus consommation de masse. C'est pas pour bitcher, hein, mais je veux dire, bon, voilà, c'est devenu moins intéressant pour quelqu'un qui cherchait de la créativité, on va dire. Et je commençais à m'ennuyer dans mon job. Et comme j'étais freelance, du coup, j'ai besoin de taper sur personne, c'est ça qui est bien. Je commençais moi-même à m'ennuyer de mon job, à plus trop y trouver ce qui m'intéressait. Et j'avais toujours en fait le petit fantasme, le petit rêve de travailler dans le jeu vidéo. Et d'ailleurs, certains de mes clients de toute cette époque freelance étaient des studios de jeux vidéo pour lesquels je faisais des fois du consulting un peu, ou de l'UI par exemple, ou des fois de la promo, enfin des campagnes de com et tout. Et en 2015-2016, j'ai eu des gros problèmes de santé qui m'ont fait m'arrêter de travailler 2 fois 3 mois, donc 6 mois en tout. Et c'est le moment où j'ai dû en fait lâcher un peu le guidon. Et où je me suis mis à réfléchir et à me rendre compte. Donc c'est souvent, vous entendez ça, des fois des gens qui ont un problème dans la vie et qui disent que ça leur a beaucoup servi. Ben moi, c'est un peu mon cas, quoi. Ça m'a arrêté de travailler, j'ai lâché le guidon et je me suis rendu compte que vraiment mon métier ne me plaisait plus. J'y trouvais plus du tout ce que je voulais. Et je me suis dit, fuck it, quoi, j'ai envie de faire des jeux vidéo, je vais faire un jeu vidéo, quoi. Après, j'avais des enfants, je les ai toujours. J'avais un crédit, je l'ai toujours. Thomas aussi. L'idée n'était pas du tout de tout lâcher. Je vais me mettre au chômage, de toute façon, j'y avais pas le droit. Et puis je vais faire un jeu pendant 2 ans et voilà, quoi. Donc l'idée, c'était plutôt de trouver un moyen. Bon, c'était un peu utopiste, hein, mais finalement, ça n'a pas si mal marché. De garder mon activité qui marchait bien, même si je ne m'éclatais plus beaucoup dedans, et de commencer à faire un jeu, quoi. Et effectivement, 2015-2016, c'était l'explosion du jeu indé, quoi, hein. On commençait à y avoir pas mal de choses qui se faisaient. Il y a Unity qui est sorti, et Unity, en fait, c'est pour ça que je parlais de Flash. J'ai retrouvé dans Unity exactement le même genre d'environnement que dans Flash, en fait, cette espèce de plateforme commune entre les devs et les artistes, qui permet vraiment d'échanger très vite, de prototyper très vite, d'avoir très vite quelque chose qui bouge, qui fonctionne. Et donc voilà, alors t'as vu l'écran, effectivement, pendant que j'étais dans mon lit et ensuite à mon bureau à marronner chez moi, au lieu de déprimer à rien faire, j'ai commencé à réfléchir à un premier concept de jeu que j'estimais assez simple. Une sorte de shooter multijoueur comme ça, party game, une sorte de mélange de Mario Kart et de jeux de tir avec du crafting. Le concept est cool, hein. Peut-être un jour on le ressortira honnêtement. J'avais fait pas mal de maquettes. Non, le concept est cool. Franchement. Je montre plusieurs maquettes. Ouais, vas-y. J'avais commencé à faire des maquettes d'UI, de trucs, de concepts de jeux, des documents, et je commençais à me renseigner auprès de mes copains, notamment dans l'image, et voilà, s'ils connaissaient pas un développeur ou une développeuse qui chercherait, parce que je ne savais absolument pas développer. Justement, quelqu'un. Mais j'étais motivé, quoi. J'en étais presque à me dire, faut que je paye quelqu'un pour qu'il développe un proto et tout, quoi. C'était pas une bonne idée, heureusement. Et heureusement, voilà, par un ami commun, j'ai rencontré Thomas, qui était un peu à la croisée des chemins lui aussi, et qui surtout voyait les choses exactement comme moi, c'est-à-dire qu'on est tous les deux seniors, on était tous les deux assez matures, on n'était pas du tout dans l'aventure. Moi, j'avais vu, comme peut-être certains d'entre vous, Indie Games The Movie, tu sais, sur Phil Fish et tout ça, et leur côté un peu tête brûlée, quoi. Moi, ça m'a pas du tout inspiré, quoi. J'ai dit, ils ont pris trop de risques, ils se sont tués la santé, super, ça a marché pour eux, mais il y en a 1000 qui se sont fracassés, quoi. Et moi, j'ai pas envie de suivre cette piste. Et donc, j'avais une vision beaucoup plus rationnelle, en mode, on va le faire, mais sans prendre de risques, en fait. On n'est pas obligé forcément de prendre des risques et de tout parier, tout ça. Et donc j'ai rencontré Thomas, et qui en fait était exactement sur le même mode que moi. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est quand on a commencé à développer Varion, alors ça c'est la V1 de Varion, parce qu'en fait on a commencé à développer ce truc-là, donc je rentrerai pas dans le détail parce que ça a beaucoup changé après. Il y avait de la 3D, c'était machin comme ça. On s'est vite rendu compte que c'était trop compliqué pour nos toutes petites compétences, puisqu'on découvrait tous les deux Unity en même temps, quoi. Le jeu vidéo même, la production de jeux vidéo, on l'a découvert en même temps. Mais en gros, on a commencé à travailler ensemble, et surtout, on s'est mis vraiment d'accord très vite sur le fait que c'était un hobby, quoi. Oui. Lui, il avait son job, il était cadre, très bien. Moi, j'avais mon job, ça allait. On n'allait pas risquer quoi que ce soit. On est très posé, très pragmatique, et on s'est dit, voilà, puisque on aimerait faire des jeux, on va le faire, mais en tant que hobbyiste, quoi, juste pour s'amuser. Donc voilà, j'avais commencé, moi, avant de le rencontrer, même à mettre en place à commencer à créer des docs de game design et à imaginer un concept de jeu, à faire des maquettes graphiques comme ça, avec toute une UI qui fonctionnait et tout. On avait déjà là. Et donc on a commencé avec Thomas à travailler sur ce jeu-là. Et puis, comme je le disais, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de problèmes. On a eu un proto, un tout petit premier proto, qu'on s'est très vite rendu compte qu'il y avait des choses qui marchaient pas. Et puis en fait, on manquait de l'expérience et des compétences pour transformer ça en truc jouable. Okay. Et donc en fait, on a abandonné le projet. Moi, j'étais deg. Voilà, parce que j'ai dit merde, je veux faire un jeu vidéo, quoi. Non, quoi. Et j'ai marronné pendant 2-3 mois de mon côté, et je suis retourné voir Thomas, on est en revue ma copie en lui disant, tu sais quoi, on va encore faire un jeu.
J'ai gardé une partie du design, des vaisseaux, un peu les vaisseaux, le design global, un peu comme ça, de néon, tout ça, parce que c'était facile à faire. En fait, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. C'était quelque chose d'assez accessible. Et je lui ai proposé un autre concept où en fait on tirait. C'était un shooter comme ça où on tirait avec des rebonds et tout. Bah, tu vas mettre le petit trailer. Et j'avais fait une maquette 3D qui ressemblait beaucoup à ce que ça allait être, qui ressemblait à ça en gros. Et je lui ai montré, je lui ai expliqué un peu le truc et il a dit ok, cool, on y va. Et je te laisse un peu parler pour la suite si tu veux. L'avantage de ce concept par rapport au précédent, c'est qu'en fait en 3 mois on avait un truc jouable. Truc jouable qui marchait et qui donnait bien. Qui était fun. Voilà. Et donc en fait ça doit très vite rassurer, dans le sens où on dit bon, cette fois-ci on fait quelque chose où même si il n'y aura pas énormément de contenu, même si on va pas polish à mort, ce qu'on a quand même fait après derrière, on aura moins quelque chose qui sera jouable et quelque chose sur lequel on pourra faire tester, on pourra s'amuser avec. Et à notre grande surprise, on l'a fait tester. On allait une première fois à l'association de donc le TGS, l'association de TGD, l'association de jeux vidéo de Toulouse, parce qu'on est toulousain. Et les mecs se disent c'est vachement bien, vous devrez le vendre. Du coup, ça on va pas le vendre. Et finalement, bon, on a fait cette fois le TGS, donc qui est le salon d'exposition de manga et jeux vidéo. Enfin, surtout manga, il y a quelques jeux vidéo indépendants qui y vendent. On l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et voilà, chaque fois, ça plaisait. Et finalement, on a trouvé un petit éditeur qui a accepté de sortir le jeu, qui nous a permis d'avoir des kits Switch, donc pour qu'on puisse faire une version console, parce que sortir un jeu sur une console Nintendo, c'était notre rêve aussi. Quand on l'a sorti, on était assez contents. On a sorti un jeu sur console, c'est quelque chose qui paraissait inaccessible aussi pour nous. Sur PC, il y a sortir sur console, c'est un petit step au-dessus en général. Et le jeu a eu un bon accueil critique, il y a eu de bons articles sympas. Voilà, au niveau vente, c'était pas ça. Non, par contre, ça a complètement bidé, mais ça a bidé au niveau des ventes. Alors ça, c'est la première capture, c'est le premier rendu 3D que j'avais fait avant de le montrer à Thomas. Donc tu vois, j'avais l'idée quand même précise, parce que finalement, on s'en est pas beaucoup. Et oui, le jeu ne s'est pas très peu vendu, mais en fait, on s'attendait pas à autre chose, parce qu'on savait très bien déjà que l'industrie du jeu, c'était en 2018, c'est ça ? On savait déjà que c'était très concurrentiel. C'était plus l'époque de Phil Fish et de Braid et de tout ça, tu vois, et de Super Meat Boy où il n'y avait pas autant de jeux. Et là, on savait que le jeu avait très peu de chances de marcher sans marketing, quoi. Et puis aussi, c'était un jeu exercice, c'était un jeu qu'on voulait faire vraiment pour le fun. On s'était pas forcément posé la question est-ce que ça va se vendre, est-ce que ça va vous n'étiez pas dans un objectif de rentabilité. Non, pas du tout. Le segment qu'on a choisi aussi, c'est un segment qui était déjà épuré quand on a sorti le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, le multi-local brawler, c'est quelque chose qui a eu un gros pic, mais 4-5 ans avant la sortie du jeu. Donc c'est un style qui était facile à faire. C'est pour ça qu'on est parti là-dessus. On l'a fait surtout parce que c'était facile. On sait pas du tout, on n'a pas du tout réfléchi. Est-ce que c'est un style qui va se vendre, est-ce qui va fonctionner, voilà. En fait, si tu veux, ce qui est important à comprendre, c'est qu'avec Thomas, on avait hautement conscience que dans le jeu vidéo, comme dans plein d'autres domaines, c'est facile de commencer quelque chose, c'est très difficile d'aller jusqu'au bout. Et donc on s'est dit, si on se lance sur un jeu, on va pas faire comme la première fois. On va scoper notre projet et on va faire un truc qu'on sait qu'on peut aller jusqu'au bout. Et donc voilà, on a choisi un jeu sans scénario, sans truc comme ça, sans personnage, parce que voilà, nos compétences étaient très limitées, clairement, il faut le dire, en termes de jeux vidéo en tout cas. Et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose de simple, d'efficace, qu'on sache faire. On a eu aussi, il faut quand même en parler, un roman Cabezos, donc le troisième larron. Sur le sound design. Sur le sound design et la musique de Varion, donc qui est un ami rencontré à peu près au même moment, sound designer, qui cherchait de premiers projets pour travailler. Et qu'on a embarqué sur ce projet qui nous a fait tout le son et la musique. Et donc voilà, on est allé jusqu'au bout. On a fini le jeu, on a fini le développement, on l'a porté sur Switch et on l'a publié. Voilà, donc on a fait toute l'aventure du début à la fin jusqu'à l'auto-publish, quoi. Il faut aussi préciser que la fondation de votre studio Rundisk, c'est faite pour pouvoir justement valider la publication du jeu, parce qu'il faut une structure officiellement pour pouvoir shipper le jeu. Alors, on peut le faire sans structure. C'est faisable. On peut le faire, mais c'est très compliqué. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le lead et après, avec un contrat, reverse aux autres. On vend sur des stores américains ou étrangers, on n'est pas isolé juridiquement, donc c'est pas conseillé. On peut le faire, mais il vaut mieux créer une structure. Donc on a créé une structure qu'on a optimisée à mort pour pas que ça nous coûte ça coûte très très peu d'argent. C'était une SAS, donc ça coûtait que dalle. Rien à monter. On a fait des statuts prêts sur Internet à 100 balles. Enfin voilà, c'était coût minimum. Et finalement, voilà, on s'est fait un hobby
qui nous a pas coûté très cher. Hein, franchement, ça nous a occupé pendant 2 ans. Et on était très très contents de sortir notre jeu. On est sorti. C'est-à-dire que c'était un échec commercial, mais c'était pas du tout un échec pour nous, quoi. Parce qu'au contraire, on était super contents d'avoir fait le jeu, d'avoir shippé, d'aller jusqu'au bout. Et comme on s'attendait pas à en vendre des palettes, de toute façon, nous on était contents en tous les cas. Oui, c'était juste l'aboutissement d'un projet, et voilà, le projet passion, side project. Alors justement, peut-être l'état d'esprit quand vous avez fini ce jeu-là, est-ce que vous repartez directement sur l'envie de refaire un jeu, ou est-ce que ça discute un petit peu dans les couloirs? J'ai vu un regard. Ouais, non. Je me souviens mieux des choses que moi, c'est pour ça. Ouais, non, clairement quand on a sorti Variant, on a clairement fait une pause après derrière. Oui. Pas vraiment par déception, hein, vraiment, voilà, on avait abouti, on avait fini quelque chose. Oui. Mine de rien, ça demande quand même de l'énergie. Hein. Ça reste Oui, un peu parce que toi, tu étais à temps plein, par exemple. Oui, voilà, j'étais à temps plein. Alors, j'avais qu'un enfant à l'époque, la deuxième arrivait plus tard, mais j'avais quand même une famille à côté qui, me dit c'est bien ton hobby, mais pas 2 fois d'affilée comme ça. Là. Et effectivement, on a laissé quand même pas mal de temps. On a fait entre-temps une deuxième version de Variant, on a fait un add-on, parce qu'on a fait un mode un joueur dedans. Le mode donjon. Ouais, le donjon. Qu'on a rajouté après derrière. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il manquait à ce jeu un mode solo un peu convaincant, si tu veux. Donc, et que c'est un jeu qui était fait pour jouer à 3 ou 4. C'est fun comme ça, c'est comme Mario machin là, tu vois. Et on a eu des critiques logiques, hein, de c'est con quoi, on peut tout seul, on s'amuse. Et donc c'est vrai qu'on a bossé 6 mois, un truc comme ça. Ouais, bon, après, on l'a sorti à la fin, on en avait marre en fait. On en avait marre, mais bon, mais j'ai un ami qui a défoncé le mode donjon pendant des mois et des mois. Il était fan. On en a un. Voilà. Il a kiffé. Donc rien que pour lui, Bruno. Voilà, c'est lui, il a kiffé le mode donjon. Donc j'étais content. Et donc, on a fait ces 6 mois de post-prod, entre guillemets. Puis on a laissé un peu traîner. On a commencé à reparler de concept, sans rien développer, sans vraiment rien, même pas visuel niveau maquette. Bon, si, des fois, tu as fait une ou 2 maquettes, mais très très rapides. Et on a plusieurs concepts qui tournaient, et est arrivé le Covid. On est en mars 2020, on est séquestré chez nous, beaucoup plus de temps, hein, automatiquement. Et donc c'est là qu'on s'est dit, on va en profiter, et on a commencé Chant of Scénar. Encore un truc chiant qui devient un truc bien, tu vois. S'il y a peut-être une leçon à tirer de ça. Bah ouais, je crois. Alors, l'idée, c'est de vous laisser la parole pour que vous puissiez en dire un petit peu plus sur ce projet Chants of Scénar. Donc, vous allez nous parler de la direction créative du jeu, puis ensuite, on reviendra ensemble ici pour en discuter ensemble et avec vous. Donc, on va mettre la salle dans le noir, on va diffuser le trailer de Chants of Scénar et on vous écoute. Merci. Alors, on va vous faire une petite présentation de Chant of Scénar. Alors, voilà, une vraie partie naissance du projet. On a commencé un peu à en parler, donc je vais aller un peu vite sur les slides. Donc, l'historique, comme on a dit, on a travaillé sur Variant avec Julien jusqu'en 2018. Donc, 2018, création de Rundisk pour des raisons purement techniques pour la sortie du jeu. Et après, on a commencé... Alors, 2019, c'était les premières discussions. Est-ce qu'on fait un nouveau jeu ou pas, et de quel type?
mars 2020, début de la production, enfin début de du prototypage, on va dire, de Chant of Scénar, pour une sortie fin 2023. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Clairement, tous nos projets, que ce soit Variant, Chant of Scénar, c'était d'abord une envie de faire des jeux vidéo, parce qu'on aimait ça. Et entre Variant et Chant of Scénar, on a pris un gap technique, donc on maîtrisait mieux. Autant, comme on l'a dit, Variant était un projet plutôt d'expérimentation pour apprendre à faire un jeu. Autant Chant of Scénar, on a fait le jeu auquel on a aimé jouer. Voilà. Donc en fait, un des plus gros regrets qu'on a sur Chant of Scénar, c'est de ne pas pouvoir avoir pu y jouer, puisqu'on connaissait le jeu par cœur. Donc on viendra plus en détail après sur la direction artistique, mais le point de départ de Chant of Scénar, c'est avant tout un choix de faire une DA radicale. On l'a vu avec le marché du jeu vidéo, pour qu'on soit visible dans notre scope de jeu indé, il faut avant tout qu'on se démarque. Et pour se démarquer, le but c'était de faire quelque chose qui soit très très reconnaissable pour attirer l'attention. Et d'une certaine façon, faire quelque chose en faisant une DA radicale, en fait, on a besoin de moins de moyens qu'avec du photoréalisme, par exemple. Donc c'était un peu transformer une faiblesse en force, et c'était un des premiers points de choix. Donc en fait, le projet de Chant of Scénar, avant tout, ça a été un projet qui a été fait sur des choix stratégiques. C'est-à-dire que après la mauvaise expérience du premier prototype de Variant qui est tombé à l'eau, avec le jeu d'après, on a vite compris que pour réussir à faire un jeu, il fallait d'abord faire un jeu qui était faisable. Donc, définir les paramètres de ce qui est faisable, c'est déjà, en premier temps, qu'est-ce qui est en accord avec nos compétences techniques, avec les moyens qu'on veut mettre dedans, le temps qu'on veut y passer, et les personnes avec qui on peut travailler dessus. Donc, en fait, on a pensé d'abord déjà positionnement. On n'a pas fait comme les Variants. On n'a pas fait un jeu qui avait 5 ans de retard en termes de périmètre. On a fait quelque chose qui était un peu intemporel, d'une certaine façon, sur un périmètre qui n'était pas quelque chose où il y a déjà eu une vague de 500 jeux du même type qui était déjà sortis. On a pensé équipe, c'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, nous, quelles sont nos compétences à tous les deux. On savait qu'on allait retravailler avec notre sound designer Roman, et on a construit ça autour de ça. En fait, voilà, la conclusion simple, c'est qu'en fait, que ce soit sur la direction artistique, que ce soit sur le gameplay, pour faire un jeu qui, avec nos petits moyens, sorte du lot, il fallait être hyper créatif. Niveau gameplay, en fait, une fois qu'on a posé un peu la DA, on a commencé à parler gameplay. On avait une première version qui était un jeu plutôt d'infiltration, imitation. En fait, ça ressemble beaucoup aux phases d'imitation qu'il y a dans le niveau 2 des guerriers. Mais on s'est vite rendu compte que si on s'est limité à ça, c'était trop. Voilà, c'était pas assez poussé, pas assez radical. Et c'est Julien qui a joué à Evenvolt qui nous a dit voilà, il y a un truc sur les langues. Bon, on va pas faire exactement ça, mais dans l'idée, quelque chose, on pourrait apprendre des langues inconnues, fictives, ça pourrait être intéressant, et c'est ça qui a donné naissance au projet. C'est la parole à Julien. Ouais, donc voilà, on est passé vite là-dessus, mais effectivement, on s'est dit, on a abandonné ce côté un peu aventure, énigme, un peu angoisse là, et puis on a pris le parti de développer quelque chose autour des langues. Mais avant ça, effectivement, comme l'a dit Thomas, presque avant même que le gameplay soit initié, ou en tout cas quand on faisait encore des grosses recherches très early sur le gameplay, on a développé d'abord en fait un univers visuel. Alors les premières inspirations, on avait déjà des idées de jeu, et j'étais en train de me creuser la tête quel est le setup, parce qu'on voulait une DA radicale, c'est sûr. Mais je dis il faut un setup radical aussi, il faut quelque chose qu'on voit pas trop dans les jeux. Et comme on vous l'a dit, on est de Toulouse. Et je me baladais devant la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse pour la énième fois, qui est dans le centre de la ville, et j'ai vu cette cathédrale. Et je me suis dit, hey, voilà, ça c'est un setup. Alors en plus, voilà, je suis assez fan du Nom de la Rose, entre autres, hein, de Umberto Eco, le roman qui a été adapté par Jean-Jacques Hano, vous avez sûrement vu le film. Et ça m'a frappé tout à coup, cette église là qui est assez impressionnante, cette cathédrale qui est intimidante, avec des briques et tout, très spécifique. Il dit, ce genre de décor, on l'a pas beaucoup vu dans le jeu vidéo, quoi. C'est pas quelque chose qu'on a beaucoup croisé. Ça m'a fait penser tout de suite à la Bahía del Crimen, dont je vais parler aussi après, donc le fameux jeu espagnol que j'ai évoqué tout à l'heure avec Marine, qui était en fait une adaptation non officielle du Nom de la Rose. En fait, c'est un studio espagnol qui avait fait ce jeu, qui avait prévu d'acheter les droits, de négocier les droits du livre,
et du film, ou du film, je sais plus, et qui en fait s'est tombé à l'eau, mais ils ont quand même sorti leur jeu en changeant de nom, mais c'est exactement le film où on incarne le frère Guillermo qui, avec son petit assistant, rentre dans une abbaye, où il y a des crimes bizarres, et où en fait on doit rentrer dans cette abbaye, se fondre un peu dans la masse, c'est-à-dire respecter les heures de prière, les rites, l'heure de la bouffe, leur histoire, et à chaque fois qu'on a un petit moment où on n'est plus surveillé, on s'échappe et on va enquêter discrètement, sans se faire choper dans les trucs. Donc il y avait cette espèce d'univers... Il y avait plusieurs choses en fait. Il y avait l'infiltration sociale, donc c'est ce dont parlait Thomas tout à l'heure, cette espèce de délire d'infiltration, mais pas infiltration forcément se glisser sous les tables, mais plutôt imiter des gens, s'habiller comme eux, faire ce qu'ils attendent de vous pour pas se faire griller en fait, comme un espion plutôt. Il y avait aussi ce côté labyrinthique, avec une espèce d'abbaye géante. Au début, tout devait se passer dans cette espèce de grande abbaye dont on devait s'échapper avec une secte bizarre. Bon, il y avait tout un scénario qui avait quand même pas mal avancé. Et donc voilà, on commençait là à avoir un premier angle, en disant, j'ai dit à Thomas, regarde, il y a ce côté un peu abbaye romane, machin et tout, il y a un truc original. Et puis en plus, on s'est dit, on est à Toulouse, si on fait un truc sur l'architecture toulousaine, on va gratter des subventions, ça va être cool. C'est vrai. Et donc, la fameuse DA radicale, donc, pour transformer le fait qu'on avait très peu de moyens, parce que moi je fais pas de 3D à la base, enfin j'en ai toujours un peu fait en pointillé, mais je suis pas un graphiste 3D, et donc je savais que j'allais être le seul graphiste 3D du projet, donc il fallait quand même que je fasse quelque chose qui me soit accessible. Donc par exemple, j'ai dit tout de suite à Thomas, par exemple, un truc qu'on va pas faire, c'est des textures. Les textures, il y en a pas. Donc dans Chance, il y a 0 texture, il y a absolument aucune texture. Donc il va falloir faire autre chose. Et donc il va falloir frapper dans des couleurs fortes, avoir un design différent. Et moi j'ai pensé à Druyet, donc Philippe Druyet, un très grand artiste de bande dessinée, ami de Mobius, avec qui il a cofondé le magazine Métal Hurlant, que j'ai connu, pas personnellement, hein, mais donc j'ai connu le travail quand j'étais étudiant en art plastique. J'ai vu quelques expos avec des tableaux de lui assez incroyables, et pour moi Druyet c'est ses couleurs en fait, beaucoup, c'est ces jaunes hein, pétants, là, bleu électrique comme ça, rouge sang là, et toujours avec une force, une espèce de radicalité, une force, une dynamique dans ces images qui est quand même assez impressionnante. Et le jaune du premier niveau de Chance of Scénar vient directement de ce genre d'illustration de Philippe Druyet. Donc j'ai montré ça à Thomas, j'ai dit, tu vois, ce genre de radicalité-là dans les couleurs, c'est ça qu'on va faire. Donc on va partir sur un monde abbaye romane, plus ou moins bizarre, on sait pas trop dans le temps, et on va y mettre cette espèce de jaune frappe comme ça, là, et on va avoir une ambiance bizarre, un peu originale, et on est parti là-dessus. Et donc, partant de ce premier concept un peu flou, donc voilà, ça c'est les fameux jeux dont Marine a parlé aussi tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. L'Arche du Captain Blood que vous voyez en bas à droite là, avec son interface de communication en fait. Bon, c'est très différent de Chance, mais il y avait quand même ce délire un peu de parler avec des gens d'une façon bizarre. Et à gauche c'est l'abbaye El Crimen, donc je vous ai parlé dans l'abbaye. Donc vous voyez, il y a ce qui m'avait beaucoup plu dans ce jeu, qui était très difficile comme tous les jeux de l'époque, et j'ai jamais fini évidemment, c'est cette capacité à créer des décors avec une poignée d'assets graphiques. Il y a quelques arches, quelques rambardes, quelques escaliers, et hop, ça y est, on est dans une abbaye, quoi. Et donc, je me suis dit, ça, on peut partir là-dessus. On peut complètement s'inspirer de la philosophie de ces développeurs-là, qui avaient beaucoup moins de moyens que nous, à leur époque, et ils ont pourtant réussi à faire un jeu complet qui dure quelques heures, où il y a plein d'aventures et on fait plein de trucs. Donc, s'ils ont pu le faire avec les moyens de l'époque, on pourra sûrement le faire nous. Voilà. Donc, on a créé un scope qu'on savait qui était faisable, qui était réaliste, qui était raisonnable, quoi. Et donc, on se cherchait une DA. Alors au début, j'avais essayé un peu quand même des textures, des briques et tout, machin. Et c'était pas très convaincant, c'était pas très original, et puis ça s'annonçait comme galère, en fait. Parce que ce qui est galère dans les textures, c'est l'UV mapping. Pour celles et ceux qui savent pas, c'est le fait de déplier les surfaces 3D pour pouvoir ensuite, après, les texturer. Et ça, c'est vraiment très fastidieux, surtout quand, comme moi, on n'y connaît rien et qu'on c'est pas son boulot. Je savais que ça allait être l'horreur absolue si je devais UV mapper tous les décors d'un jeu à moi tout seul, en plus de faire tout le reste. Ça allait être impossible. Et donc, j'ai commencé un peu à modéliser des premières arches, des premiers escaliers, des premiers arcs boutants comme ça, qui évoquaient un peu cette architecture romane. Et puis à un moment, j'ai fait un rendu dans 3ds Max en filaire comme ça. Donc en filaire, c'est où on voit les côtés et les arêtes en fait des objets. J'ai foutu un gros filtre jaune, un filtre comme ça aussi, une espèce de filtre en dégradé rouge, rose vers le bout, quelques hachures dans les ombres. Et c'est quand j'ai eu cette image-là, je me dis là, il y a un truc, ça commence à être cool. Ça me plaît, ça c'est bien. Je sais pas pourquoi, mais là, il y a un truc qui commence à avoir une gueule qui m'intéresse. Et donc, c'est ça que j'ai montré à Thomas, en lui disant voilà, et lui aussi, il était d'accord pour dire qu'il y avait quelque chose de sympa qui se dégageait de ça. Et donc, il a commencé très vite, lui, à prendre cette maquette et en gros, à la reproduire dans Unity, tout simplement. Donc, en gros, il a pris mes assets 3D, j'ai créé une première scène
dans Unity, qui est en gros ce que vous voyez à droite là, et Thomas a commencé à travailler sur un shader, donc le traçage des edges, donc des arêtes, la colorisation, l'espèce de filtre post-process là comme ça, de dégradé, qui donne un peu de cohérence et de cachet à l'image, et puis le travail des hachures dans l'ombre. Donc voilà, ça a été un travail vraiment en commun. On a travaillé à deux à essayer d'affiner le rendu pour se rapprocher le plus possible de quelque chose de cool et réalisable qu'on avait en tête. On a pas mal galéré sur les arbres, par exemple. Les arbres nous ont fait chier pendant longtemps. On a essayé plein de rendus différents jusqu'à arriver à trouver un truc. Ok, ça marche, on peut le faire. C'est pas trop hors sujet par rapport à l'image. Et puis voilà. Et on a eu un premier rendu cool. Et donc, c'est seulement à ce moment-là, parce que ça étonne souvent les gens quand on le dit, c'est seulement à ce moment-là en fait que la BD est arrivée dans nos influences. Parce que quand on est parti là-dessus, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte que mes modèles 3D étaient très très simples, voire simplistes. Et pour donner un peu de cachet et créer un monde cool avec ça, je me suis rendu compte que le rendu filaire leur donnait un peu d'épaisseur, un peu de présence. Voilà, ça marchait mieux quand c'était comme ça. Et c'est en ayant donc ce rendu qu'on s'est dit, ça ressemble quand même pas mal à de la BD, quoi. Et ça, je me suis dit BD. Alors effectivement, il y avait Douillet, mais Douillet c'était vraiment plus pour les couleurs et l'univers qui m'avait inspiré. Pas tant pour le côté ligne claire, d'autant que c'était pas forcément pour ça qu'il est connu. Et c'est là où j'ai pensé, c'est vrai, il y a un côté Mobius, il y a un côté tout ça. Et c'est là où les vieilles influences que j'avais gamin et que j'avais probablement oubliées à moitié, comme je disais à Marine tout à l'heure, sont ressorties. Donc Mobius, je connaissais comme tout le monde, même si j'avais pas forcément lu l'Incal et tout ça. Par contre, je suis un grand fan d'un film d'animation qui s'appelle Les Maîtres du Temps, qui a été réalisé par René Laloux dans les années 80, qui m'avait complètement fracassé la tête quand j'étais gamin. Je savais pas que c'était Mobius à l'époque, qui était le directeur artistique de ce film, qui est incroyable, regardez-le, qui m'a un peu introduit à la science-fiction. Bref, j'ai redécouvert en gros Mobius, et là je suis allé acheter l'Incal, et plein de trucs, Le Monde d'Edena, plein de trucs à lui, où j'ai dit putain c'est vraiment très très bien, quoi. Et puis Mobius, il a eu un impact tellement gigantesque dans la culture graphique européenne et même mondiale, qu'en fait tout le monde connaît, en fait, même sans forcément le savoir. Je me suis aussi inspiré de la série des Cités Obscures, toute une série de bandes dessinées réalisées par Peter C. Schouten, donc des auteurs belges, et et pareil, que j'avais vu très longtemps avant chez un copain, j'en avais feuilleté un, et j'avais été assez frappé, et quand est arrivé ce moment où on dit bon, il faut qu'on arrive à créer un monde avec tout ça, j'ai repensé à cette BD, et je suis allé dans un magasin et j'ai acheté l'intégrale en fait, et je me suis replongé là-dedans, et où en fait c'est deux bandes dessinées qui sont très architecturales justement, où les deux auteurs explorent le concept de ville au pluriel, des villes de fantaisie, toujours basées sur des univers graphiques très différents, la révolution industrielle bruxelloise, le brutalisme, la tour de Babel, plein de trucs comme ça qui sont à chaque fois décliné à l'infini comme ça jusqu'au bout, et ça m'a beaucoup servi, notamment parce que comme vous l'avez vu, Chance après, ce qui devait être tout le jeu, c'est-à-dire cette espèce d'abbaye là, est finalement devenu que le premier niveau d'un jeu qui en compte 5, avec 5 peuples différents. Il a fallu créer 5 cultures différentes, et donc les Cités Obscures m'ont permis d'approcher ce côté un tome, un monde avec des cultures différentes et des architectures différentes. Ça m'a permis de me remettre un peu à jour sur toutes ces cultures architecturales. Et puis d'autres artistes, évidemment, qui sont assez nombreux, je ne vais pas les citer, mais de bandes dessinées un peu plus modernes, qui nous ont inspiré notamment sur les couleurs, sur des personnages et tout ça. Et donc évidemment, l'autre grosse influence de jeu, c'est l'architecture. L'architecture en tant que discipline. Je n'ai pas fait d'études d'architecture, et je ne le savais pas avant de faire ce jeu, mais je suis assez fan d'architecture, en fait, il se trouve. Je m'en suis rendu compte, en fait, parce que je dis mais c'est marrant, en fait, t'es tout le temps en train de kiffer, de penser à des immeubles et des trucs comme ça. Je dis quelque part, c'est que ça doit me plaire. Par exemple, quand j'étais gamin, parce que comme je l'ai dit, je suis à moitié espagnol, j'ai passé pas mal de vacances en Espagne, et j'ai visité à plusieurs reprises Andalousie. Et l'image de gauche, là, c'est la mosquée de Cordoue, qui est assez incroyable, qu'on voit dans The Fountain d'Aronofsky, par exemple, qui m'avait frappé, quoi. J'avais vu ça, en photo, ça donne ce que ça donne, mais quand on est dedans, c'est assez incroyable. Une espèce de vertige comme ça. Et voilà, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à d'autres choses que j'avais rencontré ou connu quand j'étais à la fac, notamment. Par exemple, ce que vous voyez là au milieu, c'est l'école d'art de Glasgow qui a été designée par Charles Rennie Mackintosh, un grand designer de l'époque, qui a créé des meubles, de l'architecture, de la décoration. Et puis aussi des plasticiens qui utilisent l'architecture comme matériau. Donc l'image de droite que vous voyez, je crois que c'est Nicolodi, c'est pas un bâtiment, c'est des maquettes en fait, des maquettes en béton ou en bois ou en pierre, qui en gros qui utilisent des assets architecturaux
pour créer voilà, des sculptures. Et c'est marrant parce qu'en fait, par exemple, ces 3 exemples-là, je les ai choisis parce qu'en fait, on les trouve dans le jeu directement. C'est-à-dire que ces arches-là, évidemment, on les voit dans le premier niveau. L'architecture, l'image du milieu de l'école de Glasgow, c'est le portail, enfin c'est la façade de la bibliothèque du niveau 4, pour celles et ceux qui ont joué au jeu. On la reconnaît complètement. Et pareil, cette 3e image, vous l'avez presque telle quelle dans le niveau 2, en fait, des guerriers, où il y a ce côté brutaliste, crypto-fasciste, un peu, dont je me suis inspiré, voilà, comme ça. Donc, beaucoup d'influence architecturale. Je suis allé beaucoup sur Internet et dans des bouquins, me renseigner ou me remettre à jour sur des courants architecturaux, sur des choses comme ça. Et j'ai, en fait, beaucoup chopé de références, tout simplement. Par exemple, pour le premier niveau, j'ai trouvé sur Internet l'encyclopédie raisonnée de l'architecture française de Viollet-le-Duc. C'est incroyable. C'est une encyclopédie entière en ligne, un peu comme Wikipédia, si vous voulez, avec plein de dessins d'arcs-boutants, de fenêtres. Vous tapez fenêtre et vous avez c'est comme un dictionnaire en fait, quoi. Et vous avez plein de références graphiques, de croquis. Enfin, c'est des ressources assez incroyables et donc tout ça est accessible, donc ça m'a beaucoup servi. Donc je vous l'ai dit, on a eu notre idée, voilà. Ok, on va faire un truc à base de langue, mais comme on voulait pas faire comme les autres, on va pas faire une langue, on va en faire 5. Parce que ce sera plus intéressant, ce sera plus fun. On va aussi pas faire une langue morte qu'on découvrira à travers des ruines et des choses disparues. On va faire des langues vivantes, on va croiser des gens qui vivent, qui parlent et tout. Ça va être encore plus rigolo. Et donc bref, on s'est dit, ok, il nous faut finalement on va faire plusieurs peuples. Et celui qu'on avait commencé à créer ne sera que le premier. Plusieurs peuples, plusieurs langues. Voilà. On s'est dit, on va les mettre dans une tour. Ce sera pratique, comme ça, on va faire des étages. On imagine qu'ils aient des relations, les uns ont peur des autres, les autres méprisent les uns, etc. Les autres ne les connaissent même pas ou s'en foutent, etc. Et de là a commencé à naître une ébauche de scénario. Donc on a commencé à voir, voilà, on va imaginer ces cinq peuples-là, avec chacun un peu leur univers graphique, les bardes, les alchimistes, machin, eux ils les aiment pas, eux les machins. Et on a eu cette tour, et c'est là, en fait, encore une fois, où je dis « Ah, c'est marrant, des peuples qui parlent une langue tous différente, qui sont dans une grande tour, dans un désert, ça me rappelle un truc, ça me rappelle un peu la tour de Babel. » Et c'est pareil, les gens disent... après, on a communiqué un peu là-dessus, c'est ce que je vais dire à l'instant. « Ah, c'est un jeu inspiré de la tour de Babel. » Non, non, en fait, c'est juste que, comment dire... Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un jeu, ou même qu'on crée une œuvre, quelle qu'elle soit, avec très peu de moyens, on est obligé d'avoir énormément recours à l'évocation. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait pendant tout le jeu, le développement, la conception. On a beaucoup évoqué. Si vous regardez notre jeu de façon froide et clinique, il y a très peu de choses à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'assets différents. Les personnages n'ont pas de pieds, ils ont tous des casques, ils sont tous les mêmes, etc. Et en fait, on a beaucoup joué sur l'évocation. Par exemple, le deuxième peuple, celui des guerriers. Il suffit qu'on mette une architecture brutaliste qui évoque un peu le fascisme. Il suffit que leur écriture rappelle un peu le futark nordique. Et les gens vont remplir les trous, ah ok, c'est des espèces de vikings, en fait, un peu, voilà, il y a un drakkar à un moment, ok. Et en fait, c'est eux-mêmes qui inventent toute l'histoire du peuple, alors que nous, en fait, on n'a fait que l'ébaucher, on en parle à peine. On dit pratiquement rien. Alors, il y a une tapisserie inspirée de la tapisserie de Bayeux, à un moment, on voit un petit peu leur histoire vite fait. Mais globalement, on ne dit presque rien, parce qu'on n'avait pas les moyens de dire plus. On n'avait pas vraiment de dialogue. Alors, les dialogues sont très, vous avez vu, sont très succincts, c'est des puzzles. Mais voilà, on a vraiment bossé sur l'évocation, en fait. Voilà, il suffit de mettre quelques charges, un peu comme a fait Jordan Mechner quand il a fait Prince of Persia, en fait, où quand vous regardez ces décors, c'est 2-3 petits détails architecturaux, et puis on s'y croit, quoi. Bon, bah, c'était un peu le délire. Et cette tour de Babel, en fait, on s'est rendu compte que c'est un mythe fondateur que tout le monde connaît, qui est donc très évocateur, et que donc c'était une bonne idée de s'en inspirer, en tout cas pour communiquer sur le jeu, parce que si je vous dis, alors imagine, c'est au fond d'un désert un peu bizarre, il y a une grande tour très gigantesque avec des gens qui se parlent pas, et puis en fait ils ont peur les uns des autres, ils parlent pas la même langue, et puis nous on va essayer de faire ça. C'est déjà long, j'ai déjà perdu la moitié des gens avec qui j'ai envie de parler là. Alors que si je dis, imagine, c'est une sorte de tour de Babel, déjà direct, ah ok d'accord, ils ont déjà une idée d'échelle, une idée d'époque, de setup, de trucs comme ça. Et donc vous voyez, c'est très évocateur. Et pour la communication après, Focus, on a parlé avec nous, on dit ok, on va parler de ça dans notre communication, parce que ça aide en fait les gens à se placer, tout de suite à se faire une image mentale du truc, et en fait c'est un raccourci, tout simplement, dans la façon d'expliquer, de présenter le jeu aux gens. Mais à la base, c'était pas vraiment l'influence du truc. D'ailleurs, pour ceux qui ont joué au jeu, c'est presque l'inverse en fait, du mythe de Babel, parce que le mythe de Babel, comme vous savez, c'est Dieu, il a dit ah non, vous êtes trop, c'est trop bien ce que vous faites, je vais vous punir, parce que c'est comme ça. Et puis là, vous parlerez tous des langues, parce que YOLO, quoi. Et puis, alors que nous, en fait, on fait l'inverse, donc voilà. Concluez ce que vous voulez. En fait, la vraie inspiration de ce jeu, la vraie morale, s'il y en a une, c'est plutôt une fable beaucoup moins connue, qui est celle des 6 aveugles et l'éléphant. C'est une fable indienne qui a eu pas mal de versions.
qui est une sorte de parabole sur le concept de vérité que j'aime beaucoup, en fait, où, pour aller vite, parce qu'il y a eu plein de versions, mais en gros, vous avez des aveugles, alors des fois ils sont 6, des fois ils sont 5, des fois ils sont 7, qui se retrouvent autour d'un éléphant, et ils essaient de savoir ce que c'est. Et donc il y en a un qui touche le bras, la patte, oui, on dit la patte avec un éléphant, et dit « Ah ok, un éléphant, en fait, c'est comme un palmier, quoi. Il y a un tronc, c'est une sorte de gros arbre. » L'autre, il touche la trompe, il dit « Ah non, ok, un éléphant, c'est un gros serpent, en fait, quoi. C'est comme ça. » L'autre, il touche l'oreille, il dit « Ah ok, un éléphant, c'est un palmier avec des grandes feuilles, comme ça, voilà. » Et en fait, après, je sais plus ce que disent les autres, on s'en moque un peu, mais globalement, et là, il y a un sage qui arrive et qui lui voit. Alors du coup, il est sage parce qu'il voit, il a de la chance, et puis il leur dit « Ah bah voilà, vous avez tous raison, vous avez tous tort, parce qu'en fait, l'éléphant, c'est pas du tout ce que vous avez dit, mais en même temps, c'est un peu la somme de tout ce que vous avez dit. » Et en fait, voilà, si vous avez fini Chance of Scénar, vous aurez vu que la morale, un peu, c'est ça, quoi. C'est tout le monde cherche des choses de façon différente, et finalement, sont tous un peu après le même concept. Appelez ça comme vous voulez, mais voilà, c'était cette espèce de parabole sur le fait que on voit tous des choses différentes, on les cherche d'une façon différente, et puis finalement, on se ressemble quand même finalement pas mal plus que ce qu'on pense. C'est moi là-dessus encore, ouais, donc on va avancer un peu sur le gameplay. On vous l'a dit, une idée initiale, faire un jeu qui tourne autour du déchiffrage de runes. Alors ça parce que il se trouve qu'en plus de l'architecture, j'aime bien aussi les codes et les ciphers, les machins comme ça, Thomas aussi. Ça me vient peut-être aussi de Captain Blood dont j'ai parlé, ce côté un peu créer des fausses typos et tout. C'est un petit kink de graphiste, quoi. Clairement, c'est un truc fun, quoi, quand on aime faire ça. Ça a été la partie la plus pénible du projet. Autant sur la DA, ça a roulé franchement vite, quoi. On a vite trouvé un angle, on a vite réussi à développer des trucs qui marchaient bien. On était content rapidement de la DA. Et de l'histoire, de l'univers et tout, ça, voilà. Autant, voilà, trouver, ça a l'air simple comme ça, le gameplay de Chance, parce que c'est vrai que ça l'est, mais ça, c'est un peu l'archétype du design, quoi. C'est d'arriver à rendre simple des choses qui sont en fait très compliquées. Et c'est surtout du design par soustraction, c'est-à-dire qu'au début, on a essayé pas mal de façons. Parce qu'on a l'idée, ok, on va croiser des gens qui parlent des langues bizarres, et puis on va devoir comprendre juste avec des indices environnementaux, juste en posant des théories, voilà, et puis ça va marcher comme ça. Et entre cette idée-là qui est cool et en faire un jeu fun, pas trop dur, pas trop facile, dans lequel on arrive à avancer, qui est intéressant, là il y a un monde. Ça a duré peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, où on a essayé plein de gameplay différents en fait, pour y arriver. On s'est inspiré de tas de jeux, des fois on a essayé des moments où on pouvait parler aux gens, et puis finalement c'est trop compliqué, parce que ça veut dire qu'il fallait gérer tout ce que les gens pouvaient essayer de dire. On a essayé d'un truc avec une validation, on a essayé sans validation, par exemple l'interface en haut, c'était un moment du jeu ou du développement où on se disait qu'on n'aurait pas de validation. Les gens n'auraient que des théories, que des hypothèses, et ils pourraient juste mettre un indice de confiance. Genre rouge, c'est j'en ai aucune idée, je pense que c'est ça. Jaune, c'est à mon avis c'est ça. Et vert, c'est je suis presque sûr que c'est ça. Et pareil, on s'est rendu compte que si nous, en tant que designer, on n'avait pas, à certains moments du jeu, l'assurance que les joueurs, ils savent certaines choses, on ne pouvait pas avancer. Parce qu'en fait, notre ambition dans ce jeu, c'était pas seulement de faire un puzzle de déchiffrage. Ce que certains joueurs auraient voulu, c'était aussi de raconter une histoire, en fait. Et d'avoir un monde cohérent, et puis de raconter une histoire. Donc, il fallait qu'on puisse être sûr, à certains moments, que les gens savaient ce qu'ils avaient besoin de savoir. Et donc, c'est pour ça qu'on a ensuite importé ce système de validation au journal, qui est clairement nous a été inspiré par Obradin, que vous connaissez sûrement, où on valide plusieurs slots en même temps, et comme ça, ça évite un peu le brute force, tout ça. Il y a eu un moment, vous voyez, où on avait un système de liste, pareil, un peu Obradin, où on avait plein de mots, et puis on essayait tout. Bon, bref, tout ça ne marchait pas pour des tas de raisons. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. On a eu des idées lumineuses à un moment. Thomas a eu l'idée de cette espèce d'outil d'annotation où on va noter son hypothèse et l'hypothèse va s'afficher dans le jeu et tout. Ça a débloqué énormément de choses. En tout cas, ça a été très dur. C'est très dur. On a été sauvés parce qu'on a été très rigoureux, même si on n'était que 2, sur la documentation et sur les scripts des niveaux. On a des gros Excel de ouf avec plein de cases et tout. Je crois que c'est l'image d'après, ouais, voilà. Où il a fallu vraiment écrire plein de choses en même temps. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que les langues sont des éléments de puzzle. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous lisez, les personnages que vous croisez, les mots, devaient à la fois raconter une histoire, à la fois permettre de créer des puzzles qui eux-mêmes permettaient d'apprendre plus de langues, et puis aussi créer cette espèce de méta-histoire qui vous permet ensuite d'être le traducteur et de débloquer quelque chose, de changer le monde autour de vous. Donc il y avait beaucoup de choses imbriquées qui nécessitaient de tout créer en même temps. Donc la géographie des niveaux, les personnages qu'on y croisait, les mots qui faisaient le corpus de chaque langue, la manière dont on les découvrait, les puzzles qui nous servaient à les découvrir, et les puzzles qui servaient à tester les découvertes des joueurs. Tout ça devait être écrit quasiment en même temps. Donc c'était très difficile. Mais comme je vous l'ai dit, on était très rigoureux. On a fait des dizaines d'itérations de ces documents, et on a pu s'en sortir comme ça.
Je vais repasser la main à toi. Alors après, le déroulement du projet. Donc, au début, donc, comme on l'a expliqué, on sort de Varion. On commence avec Julien à reposer sur un nouveau projet. On pose le cadre. Très très vite, on se tourne vers Roman, qui avait fait le son et la musique de Varion, pour savoir s'il voulait retravailler avec nous. Ça a été le cas. Donc, il a commencé à travailler sur le son. On s'est vite rendu compte qu'on avait besoin d'un journal avec des illustrations. Donc on a trouvé quelqu'un pour faire les illustrations qui s'avère être la femme de Julien. Donc, il nous a rejoint sur le projet. Et on faisait tout ça gentiment sur notre temps libre dessus. On avait zéro budget, encore une fois. Pas de locaux. On était chacun chez soi. Le Covid, avec tout ça, faisait que... Je ne sais même pas si on s'est vu une fois, en fait. Je crois que... Ouais, peut-être... Je ne suis même pas sûr, en fait. Je pense qu'entre le moment qu'on a commencé le jeu et le moment où on s'est vu, je crois que c'est la fois où on allait voir Focus pour présenter le jeu, je crois. Et non, mais sans rire, on se voyait quasiment jamais. Voilà, donc on était sur Discord, on parlait beaucoup. Hein, voilà, il y avait des chaînes de discussions qui en finissaient pas. Et on a pu tout faire à distance. Bon, heureusement, je ne sais pas si on aurait pu faire ça pour un premier projet. Heureusement, on se connaissait d'avant, on avait déjà travaillé avant, on s'est déjà vu avant. Ce qui a permis de pouvoir faire cette collaboration complètement à distance. Donc, la DEFCON 2021, donc on est en août 2021, le projet a à peu près 1 an et demi. À ce stade du projet, on a grosso modo le niveau 1 à peu près tel que vous le connaissez. On n'est pas loin. Après, depuis, on a eu quelques améliorations, du polish, la musique n'était pas là à l'époque, mais dans les outils, dans le game design, tout était là. Donc on arrive pour chercher un éditeur. Parce qu'au début, voilà, on s'est inscrit à la DEFCON qui, encore une fois, un gros hasard, était complètement en ligne à cause ou grâce pour nous au Covid. Chose qu'on n'aurait jamais fait parce que si on devait aller, c'était quelque chose qui est pendant la Gamescom à Cologne. Donc on ne serait pas allé à Cologne pour rencontrer des éditeurs hein, si jamais c'était pas en ligne. Ouais, tu l'avais fait une fois, mais on l'aurait pas refait là. Ça n'avait pas très voilà. Donc du coup, voilà, on a rencontré des éditeurs, mais il y avait pas grand monde de notre scope, et on s'est dit, bon, on va contacter Focus, alors qu'on savait très bien que c'était pas du tout le scope de jeu qui faisait habituellement, et encore une fois, gros hasard, ils commençaient à s'intéresser aux jeux indépendants, ils commençaient à avoir une franchise Indie Series, donc, qui apparaît hein, sur le titre de notre jeu, et le projet leur a beaucoup plu, et on allait les voir en disant, bon, alors nous... on cherche pas grand-chose, voilà, on veut juste un peu que vous fassiez du marketing de notre jeu, un peu de budget, si on pouvait voilà, payer la personne qui fait le son, peut-être rajouter un peu de musique. Et le temps qu'on discute avec eux, qu'on avance, on avait le jeu qui était quasiment fini à 50%, donc on est déjà sur des bases très solides. Et finalement, eux, ce qu'ils nous ont proposé, c'est de faire une coprod, de financer le reste du jeu pour le sécuriser, et nous accompagner sur toute la production, donc avec des playtests, avec de la QA, avec plein de choses que propose un éditeur qui a permis, mine de rien, de faire monter le jeu en gamme. On est resté sur le scope initial du jeu. Hein, en termes de périmètre, on n'a pas rajouté de contenu par rapport à ce qu'on voulait faire. On ne l'a pas rallongé, on ne l'a pas complexifié. Par contre, on l'a plus polish, on l'a plus testé, et on a pu faire un jeu de meilleure qualité. Alors, pour nous, le changement de contexte... qu'est-ce que ça a fait surtout pour Julien, ça lui a permis d'abandonner progressivement son activité de freelance. Moi, j'étais salarié et cadre plein temps, donc c'est pas forcément un métier où on peut passer. Voilà, sur le temps partiel, c'est compliqué, etc. Donc moi, je suis resté à temps plein jusqu'à la fin du projet. On a pu avoir du budget, donc pouvoir payer les gens qui travaillent avec nous, ce qui était aussi important pour nous, parce que il y a des gens qui ont travaillé avec nous sur Variant, en disant on te donnera un pourcentage, etc., qui c'est forêt complet, etc. Donc c'est pour nous de sécuriser et payer les gens avec qui on travaillait. On est passé à 6 personnes. On a eu donc du coup du renfort côté son avec Roman qui a pu vraiment y travailler à fond dessus. On en parlait tout à l'heure, mais on a pris un compositeur, on a pu payer notre illustratrice. Et Focus a mis à disposition 3 producteurs qui ont suivi le projet pendant toute la durée du projet. On permet tous les services que propose un éditeur, donc du playtest, de la QA, mais aussi de la localisation, hein, parce qu'on a traduit le jeu en 14 langues. Pour un projet de ce type-là, il a fallu une sacrée boîte. Là, c'est Riot Lock qui s'en est occupé, qui a fait un boulot de malade, parce que
Parce que là, c'était plus que traduire un jeu, c'était aussi traduire le gameplay du jeu. Et le jeu marche très bien dans toutes les langues, parce qu'en fait, on a surtout des très bons chiffres en Asie, donc en Chine et au Japon, et en Corée, le jeu cartonne, et donc ça veut dire que les traductions sont très bonnes, parce que les gens adorent y jouer sur des langues qui sont pourtant grammaticalement très très différentes. C'est pour ça que c'est assez impressionnant. Niveau composition, donc voilà, on a découvert Thomas Brunet, donc qui est un compositeur des Landes. Alors son style nous a beaucoup plu parce que d'une part, il a un style qui était en retenue. Et en fait, dans une production de jeu, il ne faut pas qu'il y ait un élément qui soit dissonant par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un jeu relativement humble visuellement, très épuré visuellement, un gameplay très minimaliste, et il fallait une musique cohérente avec ça. Si on avait balancé un truc avec des violons, des orchestres, des symphonies dans tous les sens, sur ça n'aurait pas matché. Donc voilà, il avait un style qui pouvait rester humble, voilà, et être assez en phase avec le style de jeu et le message qu'on voulait passer derrière. Plutôt acoustique, qui est en phase avec le jeu, un univers assez différent et assez varié, alors à la fois européen et méditerranéen, puisque c'est plutôt là où se base le jeu, mais suffisamment capable d'évoluer avec les peuples du jeu. Pour ceux qui ont joué, il y a 5 peuples, les peuples sont tous différents, et ont aussi une échelle de technologie et du coup de temporalité assez différente. On commence avec de l'Antiquité, et on va jusqu'à quelque chose qui est limite plus futuriste que notre époque maintenant. Donc il fallait aussi que la musique sache s'adapter. Et on a fait comme on avait du budget, on a pu pousser un truc qu'on n'aurait jamais imaginé faire, c'est faire un enregistrement live des musiques. Donc en fait, toutes les pistes ne sont pas du live. Il y a un mix entre des musiciens et des enregistrements, des instruments visuels, mais la plupart des pistes de tête et des solos sont enregistrés. Les solistes sont enregistrés par des vrais musiciens. Donc on a 5 musiciens qui ont pu intervenir. Thomas qui a pu gérer avec un studio qui se trouve à Arcachon l'enregistrement, voilà, qui donne ce cachet et ce grain à la musique qui marche très bien dans le jeu. La fin du développement, donc c'est quelque chose qu'on dit toujours parce que c'est assez rare dans le jeu vidéo. On est très content de ça, c'est qu'on n'a pas eu de retard. Voilà, alors là, on a sorti le jeu. Merci. On a sorti le jeu sur la date initiale qui devait sortir en mai 2023. Et vous allez dire, le jeu n'est pas sorti en mai 2023. Oui, voilà, parce qu'en fait, on avait un jeu qui sortait sur PC et Switch. Plus on avançait dans le jeu, plus le potentiel du jeu s'est révélé. Il faut savoir que quand on sort un jeu, alors on n'a pas un budget marketing de fou, ça reste un jeu avec un petit budget, on ne met pas des budgets marketing monstrueux, même 50 gros éditeurs sur des petits budgets, il faut que ça soit cohérent évidemment sur la cible, on était sur un marché de niche. Et donc en fait, dans ce type-là, les consoles portent beaucoup. En fait, quand on sort un jeu sur console, il y en a une exposition bien supérieure à qu'on sorte sur PC, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de jeux qui sortent sur console, tout simplement. Et il s'est avéré qu'en mai 2023, il y avait un Zelda qui sortait. Donc, on s'est dit que ce n'était pas forcément le meilleur moment, puisqu'en fait, du coup, la com Nintendo serait plus centrée sur leur Zelda que sur notre jeu, ce qui était tout à fait logique. Et donc, du coup, on s'est dit, on va décaler en septembre, et vu que vous n'avez rien à faire, vous allez faire un portage Xbox et PlayStation. Donc, le jeu, du coup, est sorti à la fois sur PC et sur les 3 consoles, en septembre 2023, la veille de Starfield. Voilà. Donc finalement, on a évité un monstre pour un autre. Mais encore une fois, hasard, c'était le bon coup, parce qu'en fait, on est sorti. Personne, à part Starfield, n'a voulu sortir. Même Baldur's Gate est sorti comme une l'été pour l'éviter, etc. En fait, il n'y avait personne qui sortait. Et on est resté 6 jours dans le top trending des jeux sur Steam. Tout en haut de la liste, parce qu'en fait, ce n'est pas classé par... c'est de la chance, c'est de la pure chance, parce qu'en fait, ce n'est pas classé par nombre de wishlists, etc. En fait, il faut avoir un seuil de wishlist, qui a 10 ou 20 000, je ne sais plus, qu'on avait dépassé pour apparaître dans la liste. Et après, c'était classé par ordre de sortie chronologique. Et nous, on était le seul jeu qui est sorti 5 jours avant Starfield, donc on est resté en top. Donc voilà, c'était un gros coup de chance et ça nous a bien servi. Voilà, donc merci beaucoup. On va passer aux questions si vous en avez. Merci. Et donc, on va passer à la phase de questions, de discussion. Moi-même, j'ai pas mal de questions à vous poser. Buvez un coup d'eau déjà. Alors, je commence par poser 2 questions. Comme ça, ceux qui veulent en poser peuvent commencer à lever la main. On va faire circuler des micros. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment entrer dans un échange
avec Julien et Thomas. Alors, par quoi je vais commencer ? Tu nous as parlé tout à l'heure de la Abbadia del Crimen, slash Druillet, donc, qui a effectivement inspiré, enfin, c'est un croisement, un mélange qui a amené à la direction artistique de Chains of Sinnar. J'aurais bien aimé que tu reviennes un petit peu sur ta découverte en fait, de l'artiste Druillet et de comment tu as étudié un petit peu son travail en fait, pour amener à... Ouais, en fait, j'ai fait une sorte de mash-up, et en fait, globalement, ça a été ce qui a présidé pratiquement toute la création de ce jeu, que ce soit les peuples, leurs architectures, leur univers graphique, leur typo même. Souvent, c'était des mash-up. Je mélangeais, par exemple, la typo du troisième peuple, c'est un mélange de Devanagari indien et de Kufik. Voilà. Voilà, globalement, à chaque fois, j'ai pris deux trucs, je les ai mélangés pour avoir quelque chose d'original. Ouais. Et c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur le départ de la DA de ce jeu, c'est effectivement prendre cet univers d'architecture romane, pas souvent vu dans le jeu vidéo, et y coller une couleur flashy, flashy, c'est un terme un peu péjo, mais cette couleur étonnante, quoi. Et à vrai dire, même ce jaune datait d'avant ça, parce que tu te souviens, on avait eu une autre version intermédiaire du jeu, un jeu un peu avec un concept très bizarre, où on était coincé dans un labyrinthe avec une bestiole qui nous poursuivait, et qu'il fallait chasser à son tour, bref. Et déjà, le truc était tout jaune déjà à ce moment-là, parce que je sais pas pourquoi j'étais bloqué sur cette couleur. Aujourd'hui, c'est la couleur de notre logo et tout, bref. Je dois avoir un truc avec le jaune, je sais pas. Et donc oui, Druillet, c'est pas tant que je me suis replongé dans son œuvre, c'est que c'est vraiment une sorte d'influence latente, comme je disais, quoi. C'est quelqu'un dont je me suis rendu compte à ce moment-là que les tableaux, notamment, en fait, parce que j'ai pas forcément lu beaucoup de ces bandes dessinées, mais si je les connais. Mais moi, j'ai eu la chance de voir, je m'en souviens encore, mais je sais plus dans quel cadre, de voir une expo de Druillet quand j'étais étudiant, parce que j'avais un cours de BD à l'époque, avec un prof, dont j'ai oublié le nom, mais qui était trop cool, et qui était très BD des années 70-80, punk, tout ça, Crumb, compagnie, Frank Miller et tout, enfin bon, plein de... Voilà, et il nous avait emmené voir une expo de Druillet, et Druillet... comme vous le savez peut-être, n'a pas fait que de la BD, il a aussi fait de la peinture, des grandes toiles très impressionnantes comme ça, avec des couleurs extrêmement fortes. On le voit un petit peu faire ces mélanges. Il y a le jaune. Et je me souviens d'avoir été complètement frappé par plusieurs de ses œuvres, notamment par les couleurs et la force en fait, des contrastes quoi, de ses œuvres. Et effectivement, voilà, c'est ce que je disais, alors je ne vais pas répéter, mais quand avec Thomas on s'est dit il faut qu'on fasse une DA radicale pour plein de raisons, pour se démarquer, pour ne pas être comparé aux autres jeux, pour pouvoir éviter d'avoir à faire du photoréalisme et tout ça. Et ben moi j'ai pensé à ça parce que pour moi c'était un peu l'archétype quelque part, l'œuvre de Druillet c'était un peu l'archétype de l'œuvre radicale en fait dans le bon sens du terme quoi. Oui, et puis là quand on met typiquement une planche de Druillet côte à côte avec un visuel tiré du jeu, bon là en termes de palette de couleurs, cette fameuse cartage qu'on a dans le bleu, le jaune, cette espèce d'opposition de couleurs fortes comme ça qui sont assez osées. Je sais que quand j'ai montré mes premières maquettes à des gens autour de moi, notamment ma femme, Rachel, donc l'illustratrice, elle n'était pas au début, elle disait, ça va rester jaune comme ça tu vois, alors elle devait penser que c'était des couleurs placeholder, que je dis oui, ça me plaît bien, t'es sûr. Et puis finalement, elle dit, c'est bien en fait, mais c'est vrai qu'au début, bon, je sais pas pourquoi, on a tapé là-dedans, ça nous a plu. Après, pour la blague, en fait, on a vu un jour un article d'un test de télé qui disait cette télé incroyable, elle arrive à bien rendre le jaune de Chains of Sinnar. Voilà, c'est vraiment vrai. Hein. Non, mais après, il faut comprendre que j'ai une formation d'art plastique, donc culturelle. J'ai pas vraiment de formation de colorimétrie, tout ça, donc j'ai beaucoup procédé par tâtonnement et à l'instinct, quoi, vraiment. Donc j'ai fait des trucs, j'ai posé des couleurs, j'ai dit ouais, c'est bien, on va garder comme ça. Je me suis pas posé la question de savoir si c'était des couleurs qui étaient complémentaires, tri-complémentaires, qui juraient ou pas et tout. On va dire que c'est l'œil qui a travaillé, quoi. J'ai mis des trucs, j'ai dit ok, les ombres jaunes, enfin rouges comme ça, ça peut paraître bizarre, mais en fait ça me plaît. Et effectivement. Quand tu vois les images comme ça côte à côte, clairement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ouais. Alors, j'ai une autre question. Après, c'est à vous que je passe la parole. Récemment, j'ai vu un film, il y a à peu près 6 mois, qui m'a créé un gros choc esthétique. Peut-être que vous connaissez. Je l'ai découvert complètement par hasard. Je ne suis pas trop film d'horreur à la base. Ça me fait un peu flipper. Mais mon conjoint a débarqué dans la pièce en me disant « J'ai trouvé un truc qui va te plaire. C'est un film d'horreur. Ouais. Mais... film d'animation, stop motion, un truc qui a mis 30 ans à se faire par un pontife de chez ILM de l'époque. J'ai dit ok, ça m'intéresse. Et en fait, pourquoi je parle de ce film, c'est parce que quand j'ai vu l'introduction de Mad God, j'ai halluciné, que ce soit en termes de mise en scène ou en termes de design de la tour. Je n'ai vu que Chains of Sinnar. Je dis mais c'est incroyable.
je fais un petit parallèle parce que je mets le plan du jeu avec votre tour et celle qu'on voit dans le film et je dis waouh, mais c'est incroyable. Donc ma question c'est, est-ce que Matt God a inspiré un petit peu? Pas du tout. Voilà. Question suivante. Non, mais c'est quand même vachement intéressant. Matt God, j'en avais entendu parler plus tard, en fait, après Chance. Faut le voir. Je m'étais dit, faudra que je le regarde, parce qu'effectivement, c'est Phil Tippett, donc, qui est un vétéran de l'industrie des effets spéciaux et des practical effects. C'est lui qui a créé notamment les animatroniques du premier Terminator, dans Dark Crystal, dans Alien, enfin voilà, quoi, c'est vraiment le cadre de la... Et en fait, toute sa vie durant, je crois, pendant 20-25 ans, avec les moyens du bord, avec des amis, la famille et tout, il a créé ce film, en fait, alors qui est plus une sorte de collection de courts-métrages. Il n'y a pas vraiment d'histoire globale, c'est assez cradingue, c'est assez bizarre, mais c'est complètement fou, quoi. Clairement, c'est un univers... Et effectivement, quand j'avais vu l'image que tu avais mise là, je dis ah ouais, ce truc-là j'avais dit faudrait que j'y regarde un jour, et puis je l'ai regardé il y a pas longtemps. Et ça commence par un plan sur Babel, donc et en fait non, voilà. mais tu vois, on tombe en plein dans ce que je disais tout à l'heure sur la tour de Babel, c'est qu'en fait c'est un asset culturel complètement universel, c'est-à-dire que cette espèce de, alors c'est pas une ziggourate en l'occurrence. Ouais. Ça c'est plus une ziggourate, bref. Mais en fait c'est un pouvoir évocateur incroyable, et c'est pas pour rien qu'il a pris ça pour démarrer son film, parce que exactement de la même manière que nous on dit imagine une tour de Babel comme ça, lui il a dit boum, je mets la tour de Babel, ici passe un truc, puis voilà, et comme ça on commence à créer un univers, alors que c'est pareil, lui c'est un film stop motion, alors c'est très baroque et tout, mais pareil, il y a une économie de moyens énorme, quoi. Il n'y a pas de dialogue par exemple, voilà, et c'est quelque chose de très artisanal, et il arrive à créer un univers ultra crédible, et en fait on a fait comme lui, on s'est servi de références, on s'est servi d'évocation pour arriver à créer un monde tangible, quoi. Ok. Alors je montre juste ces quelques visuels. Tout à l'heure, tu parlais des artistes plasticiens qui vous ont inspiré. C'était juste pour montrer un petit peu les références. J'ai fouillé un petit peu dans vos archives pour voir ce qui s'y trouvait. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des choses dans des ateliers de plasticiens. On retrouve des motifs, des patterns comme ça, même que ce soit en bande dessinée aussi, que ce soit en termes de colorimétrie, de choix de point de vue. Voilà, il y a des choses qui sont assez... Bien sûr, on s'inspire toujours. Enfin, je veux dire, pour créer un univers. Pour créer un univers cohérent et palpable, crédible, il faut s'inspirer de l'existant. Alors, des fois, c'était d'autres œuvres, puis des fois, c'était de l'existant. Comme j'ai dit, je me suis beaucoup inspiré d'architecture existante, quoi. Il y a pas mal d'immeubles ou de bâtiments dans le jeu qui sont en fait des copies, ou en tout cas qui se rapprochent fortement de choses qui existent et qu'on peut voir. Ok, alors est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle? Voilà. Bonjour. Bonsoir. Alors, merci beaucoup pour le jeu et pour la conférence, c'est vraiment passionnant. Je voulais savoir, quand vous avez fait les tests, notamment avec Focus, est-ce qu'il y a eu des cas où vous vous êtes rendu compte que parmi les testeurs justement vraiment extérieurs au projet, est-ce qu'il y a eu des incompréhensions, par exemple vraiment dans la transcription, dans les mots qui revenaient tout le temps et qui ont pu peut-être poser problème, vous faire revoir des choses? Par exemple, moi quand j'ai joué, mais ça m'a vraiment pas gêné dans le jeu, je me rappelle, il y a le niveau, il y a les artistes et justement ceux qui sont non artistes, et c'est vrai que moi je crois que je les avais appelés les esclaves parce qu'il y avait un côté, c'était des serviteurs, et je crois qu'en vrai ce sont les ignorants ou les idiots, et du coup je m'étais dit bon, ça m'a fait un peu bizarre, mais finalement ça gênait pas la progression. Est-ce que par contre il y a eu vraiment des choses peut-être un peu bloquantes que vous aviez pas vues? Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est tout l'intérêt du journal. En fait, le journal, il vient valider des hypothèses de façon régulière, ce qui permet de recadrer le joueur petit bout par petit bout. Là, dans ton cas, il y a eu un mot qui était un peu sorti, mais comme on a directement recadré un mot, ça n'a pas été gênant. Si on n'avait pas mis ce mécanisme, et c'est des choses qu'on nous a demandé, des joueurs qui nous demandaient on aurait pu jouer sans le journal, ça aurait été plus intéressant, etc. En fait, on aurait accumuler ce décalage sur toute la durée du jeu, ce qui fait qu'à la fin on aurait pu avoir des choses complètement délirantes et les joueurs qui partiraient dans des choses, et là pour les ramener dans quelque chose ça aurait été très gênant. Donc non, on n'a jamais eu de cas vraiment bloquants, car justement on le fait petit bout par petit bout. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. Enchanté, je m'appelle Adam, du coup bonsoir, merci pour votre intervention. Moi je voulais vous poser d'abord une petite question. Moi je trouve ça très intéressant parce que toutes les personnes qui ont joué à Shaun of Scénar d'abord dans mon entourage, ils ont carrément joué avec un journal physique et ils écrivaient de leur côté, voilà, tiens c'est ça, etc. Donc ils s'intéressaient pas forcément avec le jeu, mais du coup je tenais à en faire part. Et ma question c'est, quelles sont les idées que vous n'avez pas pu réaliser par manque de temps ou de moyens? Je vous remercie. Il n'y en a pas. On a été... Non, c'est vrai.
Non, pas par manque de temps ou de moyens, mais par exemple l'idée que le personnage parle, c'est une idée qu'on avait au début mais qu'on n'a pas pu faire parce que techniquement c'était très difficile à réaliser. C'est une idée qu'on a gardée pour plus tard, qu'on n'a pas fait dans ce jeu en tout cas. Quoi. Donc, mais non, le jeu, comme il est là aujourd'hui, ressemble à 99% à ce qu'on voulait faire au départ. Donc ça a été très cool en fait. Rencontrer Focus, alors c'est pas pour leur passer la pommade et tout, hein, même si ça s'est extrêmement bien passé avec eux, la collaboration, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, nous a permis d'aller jusqu'au bout de notre vision. Ça a été vraiment très bien, dans le sens où ils nous ont donné, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, on n'a pas changé de scope. C'est pas parce que Focus est arrivé avec de l'argent, en disant on va vous financer les 50% restants du dev, qu'on s'est dit ah bah super, on va rajouter 10 niveaux, on va mettre des vaisseaux spatiaux quoi. On est resté sur notre scope et on a dit on va juste grâce à cet argent sécuriser le fait de faire exactement ce qu'on veut faire, et ça nous a permis. Non, ce qui est sûr, c'est que si on n'avait pas eu cette collaboration, il y a des choses qu'on aurait dû abandonner. On serait peut-être pas allé jusqu'au bout du projet, ça se trouve on aurait pu l'abandonner en cours de route parce que c'est quand même compliqué. Peut-être qu'il n'y aurait eu que 3 niveaux, ou peut-être qu'on aurait aussi eu moins de qualité, parce que ce sur quoi on est peut-être passé un peu trop vite, c'est qu'on avait des producteurs qui travaillaient avec nous, et qui en gros avaient le regard d'œil extérieur, en fait, d'audit permanent. Donc globalement, c'est des game designers, pour faire super simple, qui en gros auditaient notre jeu, on leur envoyait des niveaux, et puis ils disaient ouais, ça marche, avant on a fait des playtests, les gens ils aiment bien ça, ils aiment pas ça, vous devriez peut-être faire ci. C'était pas du tout d'ingérence créative, c'était vraiment du conseil. Et après, nous on disait ah ça c'est intéressant, on va le faire. Des fois on disait non, ça on y a pensé, mais on le fait pas. Globalement, ça nous a juste permis de pousser à fond notre concept. Et en fait, aujourd'hui, je parle, mais je pense que tu es d'accord, on a aucun regret. Enfin, moi, je me dis pas, je vois le jeu, ah putain, dommage, je voulais mettre ça, on l'a pas pu le faire et tout. Franchement, ça ressemble exactement aux images qu'on avait et au concept qu'on avait. Et donc, non, on n'a pas de regret du tout là-dessus, quoi. L'autre question. Question rapide et je passe le micro après. Le titre du jeu, Chains of Scénar, ça sort d'où? On cherchait un nom, ça a été un peu long. On est très mauvais en titre, honnêtement. Oui, non, c'est très... non, mais c'est facile. Scénar, c'est un des noms. Scénar, Shinar, ça dépend. C'est un des noms de la plaine où, selon la Bible, il y aurait eu la tour de Babel, en Mésopotamie. Et donc, avec Thomas, on cherchait un nom, on a essayé plein de trucs. Et à un moment, on s'est dit, bon, comme on a décidé comme je l'ai dit plusieurs fois, de jouer un peu sur le pouvoir évocatoire de la tour de Babel et tout ça, et on avait envie, entre autres, ambition de créer cette espèce d'univers un peu crédible, où on a l'impression qu'il soit ancré dans le passé, que le truc existe depuis 3000 ans. C'est d'ailleurs ce qu'on avait dit à Thomas Brunet, le compositeur. On veut donner l'impression aux joueurs qu'il arrive dans un truc qui existe depuis très longtemps, que cette tour, elle est perdue dans le temps, voilà quoi. Et donc, on s'est dit, on va s'accrocher à quelque chose du passé, comme ça. Et donc, je suis allé sur Wikipédia, j'ai essayé des trucs, j'ai fait des recherches et tout. Je suis tombé sur ce mot, je dis, ah, c'est cool, ça sonne bien. Chants, c'est pas un mot utilisé dans les noms de jeux vidéo. En plus, c'est français et anglais, donc voilà. Et voilà, on l'a composé comme ça, pour donner voilà un univers particulier. Et puis pour se réaccrocher un peu à la Tour de Babel, c'était vraiment juste ça l'inspiration, quoi. Il y a plusieurs easter eggs dans le jeu. Mais oui, on peut trouver, en fouillant bien, comme un petit fifou dans le jeu, on peut trouver plusieurs indices qui donnent la position exacte de la tour, en fait. Dans notre monde, puisqu'en fait ce n'est pas un monde de fantasy, spoiler. Et ce n'est pas non plus dans le passé. On peut même trouver la date exacte de quand ça se passe, ce jeu. Donc voilà. Et ça, c'est pour celles et ceux qui aiment bien fouiller, quoi. Alors, ouais. Et merci beaucoup pour cette présentation, c'était super intéressant. Vous avez beaucoup parlé des inspirations graphiques, des visuels, d'où viennent toute l'architecture du jeu. Très peu de la création de la langue, des langues. Notamment au niveau justement des symboles qu'on peut trouver, des logiques entre elles. Quelles ont été les inspirations que vous avez eues pour toutes ces langues-là? Et ensuite, comment est-ce que c'était quoi le flow de la création en fait de ces langues? Parce que j'imagine que vous commencez de quelque chose, mais ensuite beaucoup de choses doivent découler. Je sais pas, dans la première langue par exemple, il y a cette barre qui indique personne. Et ensuite, j'imagine, on rajoute 2 signes quand on veut dire que c'est nous, ce genre de choses. Donc voilà, les inspirations et ensuite tout ce qui en découle. Alors, il y a 2 parties différentes. La partie graphique, donc là, je laisserai parler après, expliquer. Et après, la partie gameplay. En fait, à la base, ces langues, elles ont une fonction dans le jeu. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a dû créer du jeu autour de ces langues et un jeu qui était progressif. Donc en fait, plus on avance dans les tours, plus les langues sont complexes
principalement grammaticalement. Et donc, plus on introduit des concepts. En fait, comprendre un mot avec du vocabulaire, c'est facile. Dans ce jeu-là, une plante, on voit une plante, on met le symbole à côté, ça va. Commencer avec des notions, par exemple la négation, c'est plus difficile. Introduire le fait qu'on met plusieurs fois le même mot, c'est le pluriel, on l'affiche au début et on l'utilise vraiment que plus tard dans le jeu. Et en fait, si on regarde, tous les peuples ont des choses qui apparaissent, qui se cumulent. Hein. On a le pluriel avec un symbole qui arrive avec guerrier. On a les bardes, voilà, c'est l'inversion des mots. Il y a un peu comme une négation avec un symbole au début et à la fin, des choses comme ça qui se font. Donc ça, c'est le premier élément de design pour le jeu. Et le deuxième, c'est mettre dans la rune un peu de sens. C'est comme tu l'as dit, dans le niveau 1 des dévots, les verbes, on les voit très bien. Quand on a un verbe qui est issu d'un mot, on a un symbole mort, on a un symbole mourir, c'est une déclinaison de cela. Et ça permet d'avoir un niveau où la langue est plus facile à comprendre. On arrive au guerrier, on voit encore les verbes, mais le reste commence à s'effacer. Quand on arrive à un niveau, il n'y a plus d'aide en fait dessus. Donc sur toute la conception des glyphes, on a eu ces deux règles, la grammaire qui devait arriver de façon progressive, où on apprend au fur et à mesure. Donc, les langues, on introduit des concepts, mais qu'on peut réutiliser d'une langue à l'autre pour que le joueur les accumule, et avoir des langues qui aident par leur symbolique et qui, au fur et à mesure, sont de plus en plus cryptiques. Oui, en fait, si tu veux, les langues du jeu sont des symboles de langue. C'est-à-dire que de la même manière que les peuples du jeu sont des symboles de peuples, les univers sont des symboles de villes, il n'y a aucune langue qui n'a que 40 mots. Donc, en fait, il faut comprendre qu'on n'a pas vraiment finalement essayé de créer des langues. La philosophie de base du projet, c'est l'élément clé vraiment qui nous a donné la clé du tout projet, c'est de considérer les langues comme des puzzles et les mots comme des clés. C'est-à-dire qu'en gros, dans toute la conception du jeu, il n'y avait aucune différence entre un mot et une clé, un mot et une porte, un mot et un pouvoir spécial. C'est-à-dire qu'on a considéré tous ces mots comme des briques de gameplay, exactement comme dans un Metroidvania, tu vas trouver un grappin ou tu vas trouver, tu vois, un pouvoir spécial. Et en fait, on a complètement mélangé le gameplay et les mots en considérant ça exactement au même niveau. Et donc, c'est pour ça que tu apprends certains mots à travers des puzzles, que certains mots te permettent de résoudre des puzzles, que des fois, c'est complètement mélangé, tout ça. Et donc, en fait, les langues, on les a créées alors sur la partie corpus, donc c'est ce dont parlait Thomas, c'est-à-dire sur le contenu de ces langues à chaque fois, on les a créées de façon complètement utilitaire. C'est-à-dire de quel mot on a besoin pour raconter la petite histoire de ce peuple. Okay, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a besoin aussi de créer des puzzles intéressants, qu'on puisse apprendre des choses, des mots qu'on puisse apprendre par l'observation et qui puissent eux-mêmes donner lieu ensuite à des puzzles qui vont pouvoir tester son apprentissage de ce mot. Par exemple, on voit des gens qui portent des caisses, des petites caisses, des grandes caisses, on écoute, on dit ah ça c'est peut-être dire grand et petit, et après on doit soi-même respecter un ordre qu'on nous donne et dire ok je dois faire pareil, tu vois. Et ensuite, comme je disais, troisième strate, arriver à ce que ces 5 langues aient assez de mots communs, ou qui se ressemblent assez, ou qui soient assez parents, pour qu'on puisse les traduire d'une langue à l'autre. Donc en fait, c'était purement utilitaire. On n'a pas travaillé avec des linguistes sur ce jeu, pas du tout, ça ne nous a même pas traversé l'esprit, parce qu'on n'a jamais eu de velléité linguistique ou scientifique. On s'est jamais dit on va créer des langues, on s'est jamais dit on va faire comme Tolkien, on va créer de l'elfique et tout, c'était pas du tout le délire. On a vraiment créé un gameplay. C'était vraiment, les langues pour nous c'était du gameplay. Voilà. Et donc c'était des clés, des éléments de gameplay, des briques de gameplay. Ça c'est pour le corpus. Pour l'esthétique, par contre, ça s'est passé comme j'ai dit tout à l'heure, c'était du mashup. C'est-à-dire que quand on a créé les 5 langues, on a dit ok, il nous faut 5 langues. Moi, comme je suis graphiste, j'ai une approche très culturelle. Pour moi, tout vient de la culture. Et donc, de toute façon, c'est parce que c'est le cas. Qui dit langue dit peuple. Qui dit peuple dit une histoire, une certaine philosophie, une certaine façon de voir la vie, une architecture, un monde, tout ça. Et donc, en fait, des besoins de chaque langue sont nés les peuples, ou inversement, ça a pu être dans un sens ou dans l'autre. Et à partir du moment où, en gros, j'ai dit, ok, le peuple 2, ça va être des guerriers, on va un peu s'inspirer des Vikings. Le peuple 3, ça va être des esthètes, artistes, ils vont faire un peu penser à la culture hellénistique, et un petit peu à la culture al-andalouse, un peu aux Indiens et tout. Pareil, le peuple 4, voilà, ce sera plutôt alchimie, recherche scientifique, tout ça, un peu goétie, tout ça. En fait, les langues ont exactement de la même manière que pour leur décor, j'ai pris 2 ou 3 influences pour dire ah, ça va être un carrefour de ça et ça. Et ben j'ai pris 2 trucs. Par exemple, le premier peuple, c'est un mélange de latin, de phénicien, avec un petit peu de cunéiforme pour donner le côté antique.
Premières écritures. Le deuxième niveau, comme je disais, c'est inspiré du futark, donc vous savez, les fameuses runes vikings quoi, qu'on voit dans God of War et tout, quoi. Donc c'est pas des runes vikings, mais il y a cette espèce de côté très anguleux, très droit, qui ressemble et tout. Le troisième langue, voilà, Devanagari, le Koufik, donc là, l'écriture arabe. Quatrième niveau, c'est un mélange de signes de Goétie, donc l'invocation des démons, et puis de signes alchimiques, les triangles, les machins, et ce qui collait parfaitement. Par exemple, tu vois, c'est un très bon exemple. Au niveau 4, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va introduire de nouveau avec le quatrième peuple, avec Thomas ? On s'est dit, on va introduire les chiffres, en fait. Les calculs des chiffres un peu longs, voilà. On s'est dit, ok, donc ces gens-là vont avoir un système numérique. De quoi ? Et puis ils vont être à base de métaux, de mélanges, ils vont être très matérialistes et tout. Et donc voilà, on a créé un truc où je me suis inspiré, voilà, des signes alchimiques où tu sais, l'or, le plomb, le fer, tout ça. Il y a toujours des espèces de trucs un peu ésotériques comme ça. Pour l'aspect, le fameux système numérique des alchimistes là, qui est un peu bizarre, qui est spécifique, c'est complètement pompé sur les chiffres cisterciens. Les chiffres cisterciens, donc c'était des moines cisterciens au XIVe ou XVe siècle, je sais plus, qui avaient inventé un système numérique custom pour compter les bouteilles de bière qu'ils fabriquaient, quoi, tu vois. Et j'ai dit ça c'est trop cool, quoi. J'ai vu ça en visitant un château, je crois, et voilà, on a fait ça. Donc voilà, sur le corpus, c'est purement utilitaire, c'est vraiment du gameplay, c'est des éléments de gameplay, de la même manière que c'est presque du level design, j'ai envie de dire, tu vois. Et sur l'aspect esthétique, c'est du mash-up de culture qui découle des choix qu'on a fait au départ, de dire cette culture-là va être inspirée de telle et telle culture. Bonjour, je suis là. Oui. Merci du coup pour cette masterclass, que ce soit le jeu ou la conférence. Et j'ai surtout une question pour Julien qui évoquait du coup sa passion architecture. Tout à l'heure, vous aviez cité un livre de référence incroyable sur l'architecture française et j'ai pas eu le temps de noter le nom. Alors c'est pas un livre, c'était un livre, je pense à la base, mais c'est sur Internet. C'est Viollet-le-Duc. Ouais, c'est Viollet-le-Duc. Donc vous connaissez peut-être, c'est un grand architecte français qui a notamment fait la flèche de Notre-Dame, celle qui a cramé il y a pas longtemps, qui a été refaite. C'est Encyclopédie raisonnée de l'architecture française. Merci beaucoup. Si tu tapes ça sur Google, c'est en ligne, hein, sur une sorte de wiki, un truc comme ça. Voilà, et si un jour tu veux travailler sur la création d'un univers graphique inspiré, ça va du Moyen Âge au XVIIe siècle, un truc comme ça, quoi. C'est une ressource incroyable, quoi. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas mes lunettes, donc je vois des formes. Je sais pas où je dois regarder. Je vois du flou. Voilà, je sais que vous êtes là, mais. Bonjour. Bonsoir. J'avais juste une question en ce qui concerne l'architecture de la tour, pas en tant qu'inspiration, mais dans le jeu elle-même. Est-ce que vous avez des croquis, des visuels, un peu n'importe quoi, une idée en fait de la tour, de l'architecture de la tour dans son ensemble? Parce que moi j'ai joué sur ordi et on voit. C'est pas possible de voir la tour dans son entièreté et le peu qu'on peut grappiller, donc par exemple les vues de l'extérieur, donc que ce soit des terrasses ou bien par exemple quand on peut lever le nez, par exemple quand on arrive au cimetière dans l'étage des dévots, on peut voir des petits bouts de ce à quoi la tour peut ressembler de l'extérieur, mais on l'a pas en entier. Est-ce que vous avez... Pourquoi on la voit pas en entier, la tour, hein? C'est pour moi. Je te vois pas. Excuse-moi, t'es où? Je vois pas où t'es. Juste ici. Ah, pardon, salut. Ouais, contrainte technique. Voilà. Évocation. Je me suis rendu compte il y a longtemps, en tant que graphiste, de la puissance du hors-cadre et du fait de montrer un bout de truc hors de l'écran, ça lui donne un côté massif. Tu prends n'importe quoi, une orange, tu la mets devant un personnage et tu la mets hors du cadre et tu vois juste le quart de l'orange, tu dis ouais, ça prend de la place. Bizarrement, en effaçant un truc de l'écran. Et donc, ça peut être un paradoxe ou pas, enfin, je pense pas, mais ne montrer la tour que par tout petit bout signifie en fait au genre c'est tellement balèze que tu peux pas la voir. Parce qu'en fait, on est dedans. Donc ça aurait pas été logique qu'on la voit en entier comme au début de Mad God où là il se met à l'extérieur. Nous on est dedans dès le début. On commence en bas, voilà. Et donc alors il y avait une question technique, c'est qu'on n'avait pas les moyens ou les perfs ou les compétences de modélisation de montrer une tour gigantesque avec toute sa richesse et tout. Et donc on a contourné le problème en mettant des bouts de remparts, des bouts de trucs, quelques terrasses. Des fois on voit un bout de désert, très, très inspiré de Mobius aussi, voilà. Mais en fait, c'est, comme on l'a dit toujours, c'est un mélange de contraintes techniques qu'on a décidé de transformer en force, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, on ne pourra pas montrer la tour en entier, on ne fait pas un open world, on ne fait pas un truc... Et donc, on va la montrer que par petits bouts, et en fait, on va s'en servir pour renforcer justement cette impression de gigantisme. Quand tu vois voilà, ce bout de paroi, tu te dis,
putain, mais elle doit être énorme la tour, quoi. Tu vois, elle est beaucoup trop grande. J'aurais fait 8000 mètres de haut en vrai, quoi. Tu vois, si elle existait. Mais c'est pas grave en fait. Donc en fait voilà, c'est à la fois par contrainte et par choix. Et est-ce que dans la phase de développement, vous aviez aussi une idée de la tour dans son ensemble ou juste pareil des petits bouts comme ça Non, pas forcément. On avait une architecture sur les niveaux qui était plutôt un plan. On les a vus dans les images Oui, on l'a vu tout à l'heure. dessus, qui était plutôt un plan pour qu'on se repère géographiquement. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, on allait à l'économie, on faisait très peu d'endroits qui ne servaient pas une fonction dans le jeu. Alors des fois, on passe quand même dans quelques décors qui sont là juste pour laisser un peu de respiration aux joueurs, laisser un peu de contemplation, de jolis panoramas, mais la majorité des temps, c'était avec une fonction. Et c'est un jeu aussi où on a voulu que le joueur ne se perde pas trop, malgré le fait qu'il se perde un peu dedans, parce qu'il y a quand même cette volonté d'avoir quelque chose d'assez imposant. Et on a plutôt designé les niveaux pour des contraintes de gameplay, plutôt que pour avoir une architecture 100% cohérente dessus. Quand on regarde un endroit, on voit plein d'escaliers dessous, plein d'endroits qui sont hyper labyrinthiques, auxquels on ne peut pas aller. Et logiquement, personne ne construirait vraiment comme ça non plus. C'est pas du tout une architecture cohérente. Et même en fait, si tu regardes bien les différentes versions, ce qu'on peut deviner de la tour d'un niveau à l'autre n'est pas cohérent. En fait, ça c'est pareil, tu trouves ça dans les cités obscures de Skyten, justement, où il y a plusieurs de ces volumes où on voit des tours de Babel. Et c'est assez cool parce que c'est jamais les mêmes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce jeu, c'est une fable. Il est basé sur au niveau narratif, c'est une fable. Donc il y a une cohérence, évidemment, interne, mais qui n'est pas une cohérence à 100% réaliste et tout. Et donc, de la même manière qu'une fable traverse un peu le temps et les gens vont pas la raconter de la même façon. Ah, ça s'est passé là. Ah non, ça s'est passé là. Les mecs, ils ressemblaient à ça. Non, il était barbu. Non, il était comme ça. En fait, la tour, si tu veux, elle est un peu protéiforme. La tour que tu vois tout à la fin, au début, elle est carrée, c'est une ziggourate, alors que la tour que tu vois en bas, elle est ronde, quoi. Tu vois, donc, et c'est pas grave. Et justement, en fait, ça aurait été impossible finalement de créer cette tour en entier parce qu'en fait, elle n'existe pas. Elle n'est pas possible à. Ou alors, ce serait un assemblage bizarre. Donc voilà, c'est plutôt une idée ça va en fait avec la philosophie du jeu, de cette espèce de grande vérité. Alors vérité, j'aime pas le terme, mais de grands concepts qu'on arrive à appréhender que par petits bouts, en regardant à chaque fois. Ah, on peut juste voir ce côté-là, quoi. Et moi, je peux voir que ça parce que je suis telle personne, je suis à tel endroit. Peut-être que si j'en parle avec quelqu'un qui est posté de l'autre côté, il va me dire autre chose et puis il aura une autre avis. Et puis voilà. Et c'est à toi en fait de faire ton. Quelque part, je pense que si on avait montré la tour en entier, en pied, ça aurait cassé un peu la magie du truc, tu vois. Et en fait, pour rentrer tout ça, parce qu'on laisse quand même beaucoup de zones non explorées qu'on peut voir, elle aurait été vraiment, vraiment, vraiment immense en fait. Après, si tu veux malgré tout te faire une idée de ce qu'on avait en tête globalement, de façon très macro sur la tour, tu regardes les différents tableaux de la tour de Babel qu'a fait Bruegel l'Ancien, qui sont, je crois qu'il était dans une... Bref. Voilà, c'est un tableau assez connu où on voit la construction de la tour de Babel comme ça, complètement gigantesque et tout. Et voilà, c'était une rêve qu'on avait, qu'on gardait un peu en tête pour ce côté gigantesque et un peu dans tous les sens et tout. C'était un peu une rêve globale, mais voilà, le reste n'est pas plus cohérent que ça, quoi. Il y a d'autres questions. Oui. Je ne sais pas où est le micro. Pardon. Là-bas. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Je voulais savoir si le jeu il avait été pensé en français ou en anglais et du coup, quelle version est la traduction? On a écrit les deux en même temps. Voilà. Donc, au fur et à mesure, en fait, il y a quand même très peu de dialogue, donc c'est faisable. Et en fait, chaque rue, on l'écrivait en anglais et en français. Donc, il n'y a pas vraiment voilà, les deux versions originales du jeu sont l'anglais et le français. Alors, ouais. Oui, je voulais vous demander comment vous aviez fait les animations. Est-ce que c'est vous qui les avez faites aussi? Est-ce que vous avez utilisé des outils voilà. Pour les animations, comment vous avez fait? Difficilement, puisque j'ai fait les animations, n'étant pas animateur. Et donc ce n'est pas un hasard si ces personnages-là n'ont pas de pieds et portent tous des robes. C'est pas non plus un hasard s'ils ont tous des masques. Voilà. C'était à l'arrache, hein, voilà, globalement. C'est moi qui ai fait les animes, c'est Thomas qui les a intégrés, qui a réussi à mettre ça dans un moteur qui permettait de rendre ça vivant et interactif. Mais ouais, globalement, ça a été un gros boulot. Toutes ces animes là, les switches, les machins, les portes, les trucs, c'était un assez gros boulot, mais c'était du keyframe de base. Voilà, moi je suis animateur aussi, hein, même si pas forcément animateur 3D, mais j'ai quand même des bonnes bases en animation. Je sais à quoi doit ressembler une animation qui fonctionne. Pareil, j'ai tâtonné. Ça a été fait alors pour la technique, ça a été tout fait dans 3ds Max, pour ceux qui se posaient la question. Les animations et la modélisation. Et après, importé dans Unity et tout. Mais ouais, voilà, on a fait ça. Et voilà, exactement de la même manière que tout le reste, on a choisi
de limiter les problèmes. Et j'ai dit à Thomas vite, ok, nos personnages, ils auront des robes, ils auront pas de pieds, parce que la cinématique inverse et tout, trop galère. Les visages, on va complètement oublier, je saurais même pas en modéliser un. Donc voilà, ils ont des masques et des robes, et puis comme ça. Et donc en gros, ils agitent les bras, et il y a les genoux un peu qui bougent, et puis ça fait le job, quoi. Allez, on va prendre encore 2 questions. Bonjour. Excusez-moi. J'ai une petite question par rapport à la musique du jeu. Alors, dès lors que vous avez pu débloquer des financements pour payer un compositeur, qui est-ce qui a vraiment décidé de la DA musicale et combien de temps vous avez pu laisser à Thomas Brunet pour créer cette OST? Parce que, alors, comme il y a différents styles de musique différents, j'imagine que ça a été pensé en amont. Est-ce que c'était Thomas Brunet à qui vous avez laissé totale carte blanche ou est-ce que c'est votre sound designer peut-être qui a décidé de ça? C'est un peu à la croisée, c'est-à-dire que on avait un univers qui était déjà bien avancé. Quand Thomas est arrivé dans le projet, le jeu, il était déjà développé plus qu'à moitié, et on avait des maquettes graphiques de tous les niveaux, et on avait une idée quand même assez précise de ce qu'on voulait, et on l'a choisi lui pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'on a passé un petit moment à browser un peu sur Internet, à écouter des démos de musiciens. Alors on avait un problème qui était que les musiciens de jeux vidéo, ils ont tous et toutes souvent tendance, alors soit ils font du chiptune, c'est cool, mais c'est pas ce qu'on cherchait. Soit ils font du JRPG, quoi. Donc des trucs très épiques avec des violons. C'est cool aussi, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait. Et Thomas et moi, par contre, on savait très vite, parce qu'on savait quel DA on avait, on savait très vite, on est tombé d'accord sur ce qu'on cherchait comme musique, quoi. Et en fait, on était là, et à un moment, j'ai vu un post de Thomas sur Twitter qui répondait un truc. J'ai dit, ah tiens, compositeur français, on y va, go. J'ai écouté, et j'ai envoyé à Thomas, il était sur son banc de camp, ou je sais plus. Et tout de suite, on s'est dit, ah, ça match. Donc en fait, si tu veux, déjà, on l'a choisi lui, et pas quelqu'un d'autre, parce que son univers sonore, clairement, on imaginait qu'il allait pouvoir se calquer à 95% sur notre jeu sans trop de changements. Donc déjà, on a bien choisi la personne, si tu veux. Après, donc, on l'a rencontré, on lui a montré le jeu, on lui a expliqué ce qu'on cherchait, donc ce qu'on a vu rapidement dans le slide. Donc on cherchait quelqu'un avec une approche assez humble, avec de la retenue plutôt, quelqu'un qui se travaille dans la subtilité, on va dire, pour être simple, quelqu'un qui a cette approche acoustique, parce qu'on imaginait plus un monde, un univers acoustique, mais qui soit capable quand même de mettre des synthés au bout d'un moment. Et puis quelqu'un avec ce côté très ancré culturellement, notamment Europe, Proche-Orient, voilà, bref, une sphère culturelle qui colle un peu à notre, quoi. Dans ce cadre-là, le seul brief qu'on lui a donné, c'est on veut un monde qui ait l'air d'être ancien et qui ait l'air de vivre depuis longtemps. Parce qu'en fait, si tu as joué au jeu, tu as dû t'en rendre compte. On donne l'impression d'un monde qui existe là, que tu sois ou pas dedans, quoi. Il ne t'attend pas, quoi. Toi, tu arrives quelque part un peu comme un cheveu sur la soupe là-dedans. Les gens ont déjà leur petite vie, leur petit truc, leur petit système. Puis toi, tu arrives là-dedans, tu vas un peu mettre le bazar progressivement. Mais le monde existe déjà depuis bien avant toi, et puis il existera probablement bien après toi. Et donc, il fallait donner un peu. C'est un peu le truc principal qu'on a dit à Thomas. Et à partir de là, on lui a expliqué évidemment les différents peuples, en disant voilà, la contrainte majeure créative, c'est de donner 5 univers sonores différents, musicaux différents. On lui a expliqué un peu la culture et de chaque peuple et tout ça, mais avec malgré tout une cohérence. Et Thomas en a parlé mieux que nous dans certaines conférences, mais en gros, la cohérence est venue pareil du manque de moyens, enfin pas du manque de moyens, de l'économie de moyens. C'est-à-dire qu'il y avait peu de musiciens solo, et donc ça l'a obligé à resserrer sa composition, à remettre des thèmes, tout ça et tout. Et en fait, le simple fait d'avoir peu de musiciens et donc peu de moyens mis en œuvre a donné une texture à cette musique, déjà une identité. Et pour le reste, globalement, on l'a laissé travailler. C'est-à-dire qu'on lui a donné, voilà l'univers, voilà ce qu'on aimerait faire. On l'a laissé travailler. Et coup de bol, quand il nous envoyait des pistes, à 95% du temps, on disait ok, nickel, c'est bon. Les retakes et les modifs, c'était vrai. Et en plus, c'était des questions c'était même pas des questions de goût, parce que ce qu'ils nous envoyaient nous plaisait toujours. C'était plutôt, c'est pas exactement l'ambiance qui se passe là à ce moment-là. Il nous faut un truc genre un peu plus flippant, ou au contraire un peu plus cool. Là, il faut un truc un peu plus. Mais globalement, ouais, franchement, j'exagère pas. Je pense que 95% des pistes qu'il nous a envoyées, on les a validées du premier coup, quoi. Donc, c'est plus un bon match. Tu vois, on a bien choisi la personne, et il a bien compris notre projet aussi, surtout. Il a très vite compris où on allait, ce qu'on voulait faire, et de toute façon, en tant que créatif, moi j'ai travaillé avec plein de clients, et s'il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'on vienne me voir et qu'on me laisse pas travailler. Si on vient me voir moi, c'est pour ce que je sais faire, et puis voilà, quoi. Donc évidemment, tu te mets dans les contraintes du projet. On n'est pas des artistes, tu vois. Enfin, en tout cas, pas toujours. Et un effort à faire.
Mais par contre, on ne choisit pas quelqu'un avec son univers pour lui dire non, on attend de toi quelque chose de complètement différent. Les gens avec qui on travaille même encore aujourd'hui sur d'autres projets, on vient les chercher pour leur style, pour leur univers, pour ce qu'ils savent faire, et on les laisse travailler. Je sais pas si tu as vu alors c'est pas pour me comparer du tout, mais je sais pas si tu as vu le documentaire Jodorowsky's Dune. Je trouvais que c'est un documentaire assez inspirant, assez incroyable. Bon, sur le personnage qui est un peu fantasque et tout, mais surtout ce que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire, sur le personnage, qu'on peut trouver complètement mégalo, sûrement un peu mytho et tout, voire beaucoup, très bien. Bon, mais ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est qu'il s'entoure de très bons artistes, et après il les laisse travailler. Il dit, toi t'es le meilleur, fais ton truc. Et donc en fait, c'est ce qui le sauve pour moi. Je digresse un peu, mais pas tant que ça. C'est ce qui le sauve pour moi en tant que chef de troupe, là, d'un mec qui pourrait être imbuvable et horrible sinon, c'est qu'il fait confiance aux artistes, et quand il les choisit, il fait ton truc, parce que toi, ce que tu fais, ça défonce, et donc tu vas le faire. Et sans aller jusque-là, c'est comme ça en fait qu'on travaille avec les gens avec qui on travaille, on les choisit bien, et après on leur dit voilà, c'est là-dessus que tu t'éclates, c'est là-dessus que tu t'es bon ou bonne, et donc vas-y quoi, fais ça quoi. Donc on a très peu fait refaire de travail à Thomas quoi. Je dirais 6-8 mois, je pense. Pour la compo, après il y a l'enregistrement avec les musiciens, tout ça, mais sur la compo, je dirais que 6-8 mois. On prend une dernière question et après on va libérer les... Hop, alors, je sais pas où je dois regarder. Tout dans le fond. Oh ouais, tout dans le fond. La mise au point, là, c'est dur. Ouais, c'est moi. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour la présentation qui était très intéressante. Et j'avais 2 petites questions en rapide. Je suis désolée. Déjà, j'aurais aimé peut-être avoir un peu plus de détails sur la localisation. Vous dites que vous avez traduit le jeu en 14 langues et qu'il se vend principalement aussi en Asie. Est-ce qu'il y a eu des complications là-dessus sur peut-être des sujets un peu sensibles dans d'autres pays que, par exemple, la France et les pays anglophones ? Non, parce que alors il se vend bien en Asie. C'est pas les sources de vente principales. Alors c'est les États-Unis parce que c'est un plus gros marché. La France, où évidemment on a un jeu français, donc on est bien représenté en France. Mais effectivement après je crois qu'après derrière après la France et les États-Unis, c'est les pays asiatiques. Le seul problème qu'on a eu entre guillemets, c'est qu'il y a des langues qui n'ont pas le verbe être. Voilà. Chinois, je crois. Chinois et russe, je crois aussi. Et en fait, là, c'est là où les traducteurs, parce qu'en fait, avant de lancer la traduction, on a envoyé tous nos glyphes aux traducteurs en disant est-ce que ça va marcher. Voilà. Et le seul warning qu'on a eu, c'est être, et ils nous ont dit on va se débrouiller. Et ils sont bien débrouillés. Ok, fabuleux. Ouais, ils ont fait vraiment un super travail, honnêtement. Ils nous ont expliqué, Riot Log, qu'ils ont dû beaucoup plus s'attacher au fond qu'à la forme. C'est-à-dire qu'ils ont dû pas mal tordre en fait ce qu'on avait fait pour que ça corresponde à la façon des différentes langues de fonctionner. Mais nous, c'était ce qu'on voulait, c'est que l'esprit soit respecté. Après, la forme, elle peut être un peu changée. Mais ils ont dû faire des adaptations, mais on a eu pas mal de compliments sur la localisation. Donc, a priori, ils ont bien bossé, quoi. Ok, merci beaucoup. Et du coup, plutôt côté prod, dans le programming, vous vous êtes pas trop non plus penché là-dessus. Comme vous étiez que 2 ou 3 au départ, puis 4, et à la fin 6, comment ça s'est passé pour le programming ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau des connaissances requises, etc., ou des bugs qui ont été assez difficiles à résoudre de votre côté ? Non. non, ça s'est très bien passé. C'est un jeu qui reste très facile. C'est du Unity, il n'y a rien de bien compliqué. Et puis surtout, je le dis à chaque fois, mais il y avait un seul développeur et c'était moi. Donc quand on travaille tout seul en développement, c'est beaucoup plus simple que quand on travaille en équipe où il faut partager. Donc j'étais avec moi-même dans ma tête et mon truc et il n'y a pas eu trop de soucis. Niveau QA, après ça s'est très bien passé avec Focus. C'est un jeu qui reste, comme tout le jeu, en fait, le développement était pensé pour être très minimaliste. C'est-à-dire qu'il y a très peu de systèmes qu'on réutilise plein de fois différentes. Tout est pensé pour qu'on ait le moins de code possible à maintenir, donc moins de sources de bugs potentielles. Donc voilà, là aussi, on est allé à l'économie, on est allé sur des technologies qui sont pérennisées, qui sont très faciles en termes de portabilité. Hein. On l'a pas expliqué là, mais toute la chaîne de logiciels qu'on utilise, de middleware, de soft moteur, c'est des trucs où en 2 clics, tu passes d'une console à l'autre, quoi. Donc voilà, là aussi, on a eu un gros travail en amont pour dire comment, avec notre petite équipe, on arrive à faire ce jeu pour qu'on puisse après sortir sur console, on puisse le développer dans les temps et on puisse avoir une qualité correcte. Et pas de bug. Merci beaucoup. Merci à vous surtout pour votre présence, vos questions. Merci infiniment. Merci à Julien et Thomas pour leur présence.